Donc on va commencer justement pour pouvoir terminer vers 13 heures. Donc bonjour à tous, à ceux qui sont dans l'amphithéâtre, à ceux qui sont en Zoom, pour cette troisième rencontre de l'année autour de la connaissance du territoire. C'est un plaisir de se retrouver en distanciel, en présentiel. Alors c'est l'avantage de ce double dispositif, hein. Il permet désormais en tout cas d'accueillir des publics qui sont parfois un peu distants de Marseille, et donc c'est un des effets positifs finalement des apprentissages que la crise sanitaire nous a imposés. Et donc on va parler justement de cette crise sanitaire, revenir sur la crise sanitaire, notamment dans sa partie la plus dure, hein, celle du premier confinement, entre mars et mai 2019, en nous intéressant à tous ceux qui ont constitué les premières lignes, ceux qui sortaient donc encore de chez eux pour faire tourner le système de soins, pour livrer des marchandises, pour les distribuer, pour faire en sorte que la vie continue envers et contre tout. Donc c'est un retour en arrière, réflexif, hein, qui finalement illustre parfaitement l'esprit de nos conférences qui sont intitulées les rencontres du territoire, s'inscrivent dans la stratégie régionale de la connaissance, et l'objectif c'est vraiment de partager, de mettre en débat certains des grands enjeux sociétaux, donc avec du recul pour la région Sud. Alors je le rappelle avant de rentrer dans le cœur du sujet, ce cycle de conférences sur la connaissance du territoire, il a été initié par la région, par l'INSEE, en partenariat avec le GICAM, donc l'École de journalisme et de communication d'Aix-Marseille Université, et l'INSIC, qui est le laboratoire qui est rattaché à l'école, ainsi qu'avec le Conseil économique, social et environnemental de la région, le CESE. Alors, pourquoi parler finalement de notre territoire, et de ceux qui ont été en première ligne dans ce territoire-là, alors que finalement la crise sanitaire, elle était nationale, et puis pour la première vague, la région elle a été plus épargnée que d'autres, hein, notamment je pense au quart nord-est. Mais il semble essentiel, en tout cas après 1 an et demi, de se rappeler quand même l'esprit du temps, ce qui s'est passé. Alors on se souvient, il y avait la population qui se mobilisait le soir aux fenêtres pour applaudir les soignants. Il y a des gens qui remerciaient les postiers, qui félicitaient tous ceux qui chaque jour continuaient d'aller à la rencontre des autres. Et quand on se remet tout ça en perspective, hein, à l'époque, le sentiment de prise de risque pouvait être immense, parce que déjà les moyens de protection n'étaient pas toujours au rendez-vous, et surtout parce qu'on ne savait pas véritablement comment se protéger. Je me rappelle de certaines consignes entendues dans les médias disant de laisser ses courses 2 heures dans la véranda avant de les faire rentrer dans la cuisine. Alors, qui sont-ils tous ceux qui se sont mobilisés? Bon, je devrais dire qui sont-elles en fait, hein. Et qu'avons-nous retenu de leur engagement? Que devons-nous retenir de leur engagement? Est-ce qu'on n'a pas déjà un peu oublié l'importance qui leur avait été reconnue en ce printemps 2019? Donc pour répondre à ces questions, on va s'appuyer aujourd'hui sur une étude qui a été réalisée conjointement par l'INSEE et par la DREES. Donc la DREES, c'est la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et cette étude, donc, elle a été menée en région Sud et elle dresse un constat sans appel. C'est-à-dire que les travailleurs des premières lignes ont été nombreux, 1 actif sur 5. Il s'agissait en majorité de femmes, et dans cette catégorie-là, le travail à temps partiel était fortement développé, donc avec des salaires souvent peu élevés. Donc il y a eu à l'époque une reconnaissance sociale. La question, est-ce que la reconnaissance économique qui l'institutionnalise est aujourd'hui au rendez-vous? Alors on voit, il y a des choses qui sont produites, qui sont passées depuis. Il y a eu par exemple le Ségur de la santé. Mais il y a ce sentiment partagé que finalement, pour beaucoup de ses concitoyens, il reste beaucoup à faire. Donc chiffre à l'appui finalement, Olivier Sanzeri pour l'INSEE et Virginie Meyer pour la DREES nous montreront un peu qui est ces premières lignes lors du premier confinement. Donc Virginie Meyer pour la DREES, hein, je précise, donc elle est adjointe au chef du service des études statistiques et évaluation. Donc merci à vous deux d'être parmi nous aujourd'hui. Et puis dans un second temps, après la présentation de cette étude, donc là de l'état des lieux finalement, et de ceux qui étaient en première ligne en région Sud, on va entendre Pierre Conchaldi, qui est notre grand témoin. Il est chercheur à l'Institut de recherche économique et sociale, l'IRES, et donc il reviendra sur la dimension plus économique associée à ces métiers. Qu'en est-il en termes de revenus, de satisfaction des besoins quotidiens? C'est quoi les risques de pauvreté finalement pour ces travailleurs que d'autres ensuite ont pu qualifier
d'essentiel. C'est quoi leurs conditions de vie à la maison, mais aussi au travail, et c'est quoi finalement la qualité de l'emploi dans ce cas-là, hein, qui est aussi un processus finalement de reconnaissance des salariés. Donc clairement, les questions qu'on va se poser, c'est est-ce que ces travailleurs essentiels, c'est majoritairement des travailleurs pauvres, mal considérés, et est-ce que finalement ce travail essentiel aujourd'hui est de nouveau plus l'essentiel pour le monde du travail? Est-ce qu'il y a un problème de reconnaissance, de valorisation sociale, salariale pour ces catégories de personnes? Alors c'est des questions qui sont passionnantes, hein, qui ont une dimension politique, c'est-à-dire que c'est la place de ces missions essentielles, même si elles ne nécessitent pas nécessairement des grandes qualifications, des qualifications importantes, même si ça ne se traduit pas non plus par des organisations syndicales fortement structurées, souvent des tâches relativement atomisées, où il y a la possibilité de substituer un employé à l'autre, etc. Alors, dans mon domaine, on va dire tout ce qui est numérique, hein, il y a des recherches aussi qui ont été faites là-dessus, notamment par Antonio Casilli, qui regarde le travail des ouvriers du numérique, si vous voulez. Hein. Il parle de tâcheronnage. On a un tâcheronnage du clic, et donc la question c'est, y a-t-il un tâcheronnage médical, un tâcheronnage logistique, un tâcheronnage de l'entretien, de la garde d'enfants, qui est propre finalement aux secteurs qui sont restés ouverts lors du premier confinement. Donc c'est des enjeux évidemment très importants, et donc je remercie nos intervenants pour leur présence aujourd'hui et pour s'exprimer sur ces questions-là et les préciser. Alors un dernier mot avant de commencer les débats, cette fois-ci sur le travail des étudiants en journalisme de l'école, puisque dans le partenariat qu'on a avec la région, avec l'INSEE, eh bien, les étudiants de l'UJCAM sont mobilisés cette fois-ci pour la partie média. Donc ils vont réaliser des interviews de nos intervenants, nos invités à la fin du débat, et vous pourrez retrouver ces interviews sur le portail Connaissance du territoire, sous forme de podcast, sous forme de vidéo. Et puis vous pouvez aussi retrouver leur travail sur le blog de Mars Actu et dans la programmation de Radio Grenouille. On va commencer donc ce débat par la présentation de l'étude de l'INSEE et de l'adresse. Et donc finalement, je vais donner la parole à Olivier Sanzeri et à Virginie Meyer. Et comme je suis en principe rodé à Zoom, je vais partager mon écran pour vous mettre à disposition leur diaporama. Voilà. Et je vais afficher tout ceci en mode plein écran. En principe, vous le voyez pour ceux qui sont en Zoom. Merci. Donc, bonjour à tous. Nous allons vous présenter avec Virginie une étude que nous avons réalisée lors d'un partenariat entre l'INSEE, l'adresse et la région Provence-Côte d'Azur. Une étude qui dresse un portrait de travailleurs qui, lors du premier confinement, entre mars et mai 2020, ont continué à exercer leur activité sur leur lieu de travail habituel, dans le but de fournir des biens et des services de première nécessité, comme se nourrir ou se soigner. Dans cette étude, on les appelle les travailleurs de première ligne, et ce sera le champ majeur de notre étude. Cette étude est intitulée « Premier confinement, 392 000 travailleurs de première ligne, en majorité des femmes ». Elle sort aujourd'hui et vous pouvez la retrouver en ligne sur le site internet de l'INSEE. Le plan de notre présentation, donc dans un premier temps, nous détaillerons le contexte et le champ de cette étude, notamment le concept de travailleurs de première ligne, puis nous verrons quels sont ces métiers dits de première ligne. Dans une troisième partie, nous dresserons un profil des travailleurs de première ligne, donc nous verrons leurs conditions de vie, d'emploi, de logement et de salaire. Puis Virginie vous présentera un focus sur les professions de santé et les caissiers vendeurs, qui sont, on va le voir, deux métiers très représentés, des métiers de première ligne très représentés dans la région. Virginie vous évoquera également les autres métiers essentiels du quotidien, donc au-delà de ces métiers de première ligne. On les a nommés les relais des premières lignes et les services publics du quotidien. Et elle vous rappellera en guise de conclusion les chiffres clés de cette étude. Donc le contexte et le champ de cette étude. Donc entre mars et mai 2020, le pays a connu un confinement général de sa population afin d'endiguer la propagation du virus de la Covid-19. Face à cette situation extraordinaire, les conditions de travail de certains travailleurs ont été modifiées. Premièrement, des salariés ont été placés en chômage partiel dû au fait de la réduction ou l'arrêt brutal de leur activité économique.
D'autres ont pu poursuivre leur mission à distance avec du télétravail. Certains ont continué d'exercer leur profession sur leur lieu de travail pour fournir des biens et des services de première nécessité, comme je l'ai dit, pour se nourrir, pour se soigner. C'est de cette dernière catégorie que nous intéressons particulièrement dans cette étude. Il s'agit des métiers dits de première ligne. Donc 35 métiers de première ligne qui ont été fixés par l'Observatoire régional de santé d'Île-de-France. Donc 35 métiers de première ligne. Pour établir cette liste, l'ORS s'est basé sur plusieurs documents. Donc dans un premier temps, sur la liste des activités autorisées par le ministère de la Santé, qui figurait dans l'arrêté ministériel du 15 mars 2020, mais aussi dans des guides de bonnes pratiques par métier, donc des documents qui proviennent du ministère du Travail et qui détaillent les protocoles à respecter pour assurer la santé et la sécurité des salariés. Le Conseil de l'Institut national de recherche et de sécurité a également été sollicité pour établir cette liste. C'est un organisme qui dresse une liste d'activités essentielles au bien-être du pays. Donc cette liste de 35 métiers de première ligne revêt forcément une part d'arbitraire, mais elle permet de repérer les activités les plus concernées par un travail sur site lors du premier confinement pour fournir des biens et des services de première nécessité. Donc en parallèle de ces métiers de première ligne, qui est le champ majeur de l'étude, nous nous sommes aussi intéressés à d'autres actifs qui ont joué les premiers rôles lors du confinement. On les a nommés relais des premières lignes et services publics du quotidien, et Virginie vous détaillera par la suite leurs caractéristiques. Donc en Provence-Alpes-Côte d'Azur, 392 000 personnes exercent l'un des 35 métiers de première ligne, ce qui fait environ un actif occupé sur 5. Donc cette part, de 20%, est très proche de celle constatée au niveau de France de province, qui s'élève à 21%. Et si on regarde ce résultat par région de France métropolitaine, cette part oscille de 19% en Auvergne-Rhône-Alpes à 23% en Bretagne. Seule la région Île-de-France fait figure d'exception avec une faible part de travailleurs de première ligne, elle s'élève à 14%. Et ce résultat est à mettre en parallèle avec la forte part des cadres dans cette région. Et nous verrons plus tard que les travailleurs de première ligne sont moins souvent des cadres. Si on regarde maintenant au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la part de travailleurs de première ligne va de 19% dans les Alpes-Maritimes à 23% dans les Côtes-d'Azur. Donc, quels sont ces métiers de première ligne? Il s'agit de métiers dans des secteurs d'activité très variés, mais qui se concentrent essentiellement dans les médico-sociaux, avec les infirmiers, les médecins, les aides-soignants, dans le commerce, avec par exemple les caissiers, les vendeurs, les boulangers, dans la logistique, avec des livreurs, des routiers, des nettoyeurs, et aussi dans la sécurité, avec notamment les forces de l'ordre. Vous avez à l'écran un graphique qui présente pour la région les 15 métiers les plus représentés, donc les 15 métiers de première ligne les plus représentés. Le métier le plus représenté sont les caissiers et les vendeurs de commerce essentiel, environ 50 000 personnes, ce qui représente 13% des métiers de première ligne. On entend ici par commerce essentiel la grande distribution, les commerces de détail alimentaire, de produits pharmaceutiques ou de carburant. Parmi les métiers les plus représentés, on peut également citer les aides à domicile, environ 42 000 personnes, les infirmiers hospitaliers, 35 400, les routiers, environ 20 000, et les forces de l'ordre, 16 500 personnes. Ces métiers peuvent être répartis en 4 sphères d'exposition selon le risque d'exposition au virus, et c'est l'ORS qui a déterminé ces sphères d'exposition. Ces sphères, donc ce découpage est fonction de la nature et de la fréquence des contacts sociaux qu'entretiennent les personnes dans le cadre professionnel. Donc nous allons parcourir ces 4 sphères d'exposition. Donc la première est la sphère hospitalière qui regroupe les professionnels en contact avec des patients à l'hôpital. Elle regroupe 26% des travailleurs de première ligne et on retrouve dans cette sphère des métiers comme infirmiers, hospitaliers, aides-soignants, agents hospitaliers ou encore médecins. La deuxième sphère d'exposition est la sphère médico-sociale, donc cette fois-ci hors milieu hospitalier. Là encore, 26% des travailleurs de première ligne. Et on retrouve dans cette sphère des métiers comme les aides à domicile, les pharmaciens ou les infirmiers libéraux. La troisième sphère est la sphère qu'on a nommée donc, contact fréquent ou facteur aggravant, qui regroupe les professionnels en contact fréquent avec du public,
ou dans des conditions augmentant le risque d'exposition au virus. Donc on entend ici par facteur aggravant des personnes qui pourraient travailler en contact de déchets, de rejets ou d'espaces clos. Donc on retrouve beaucoup de métiers dans les activités de commerce et de services, comme les caissiers, vendeurs, les nettoyeurs ou les techniciens. Et enfin, la quatrième sphère d'exposition, c'est la sphère qui regroupe les professionnels en contact occasionnel avec du public. Donc 15% des travailleurs de première ligne, on retrouve dans cette sphère les routiers, les livreurs, les forces de l'ordre ou les facteurs. Donc nous allons voir maintenant quel est le profil de ces travailleurs de première ligne. Donc étudier leurs conditions de vie, d'emploi, de logement et de salaire. Comme à l'échelle nationale, les femmes sont très présentes parmi les travailleurs de première ligne. Dans la région, de 133 000 travailleuses de première ligne. Donc une part prépondérante de femmes, les femmes sont surreprésentées. Elles représentent 59% des travailleurs de première ligne contre 48% de l'ensemble des actifs employés. Ceci, donc cette surreprésentation sous l'impulsion de certains métiers qui sont très féminisés. Donc vous avez à l'écran un graphique qui représente la part des femmes et des hommes parmi les travailleurs de première ligne et par métier de première ligne. Et l'épaisseur de la barre est proportionnelle au poids du métier. Donc on peut remarquer des métiers très présents parmi les premières lignes et très féminisés. Donc par exemple, 95% des aides à domicile sont des femmes, 90% des aides-soignants, 86% des infirmiers ou encore environ 70% des caissiers et des nettoyeurs. On remarque donc que les femmes sont très présentes dans les professions médicales en contact avec des patients. On remarque également que les familles monoparentales dont le parent est très majoritairement une femme sont plus représentées dans ces métiers de première ligne. En termes de conditions d'emploi maintenant, les travailleurs de première ligne sont plus souvent à temps partiel. 23% des travailleurs de première ligne sont à temps partiel contre 17% de l'ensemble des actifs occupés. Donc ce phénomène peut être expliqué d'abord par une présence marquée des femmes, qui sont en moyenne plus souvent à temps partiel, mais aussi par certaines particularités de certains métiers de première ligne. Par exemple, les aides à domicile. Chez les aides à domicile, le temps partiel est beaucoup plus sollicité, environ 64% des actifs, 47% chez les nettoyeurs par exemple, ou encore 30% chez les caissiers. La proportion de salariés en contrat à durée déterminée, donc en CDD, est équivalente chez les premières lignes que dans l'ensemble des travailleurs. Environ un travailleur de première ligne sur 10 est en CDD. Mais on remarque des surreprésentations de ces contrats dans certains métiers. Par exemple, les pompiers, 19% des pompiers sont en CDD, 17% des agents et médecins hospitaliers. Enfin, la part des travailleurs de première ligne non salariés est similaire à l'ensemble des actifs occupés. Elle représente environ 15% des actifs et on retrouve surtout des professionnels libéraux et des commerçants. Il y a dans les métiers de première ligne davantage d'employés et d'ouvriers et moins de cadres. Vous avez à l'écran un graphique qui représente la répartition des travailleurs de première ligne et des actifs occupés dans la région par catégorie socio-professionnelle. 2 travailleurs de première ligne sur 3 sont employés ou ouvriers. Donc une surreprésentation des employés, 45% d'employés parmi les travailleurs de première ligne contre 30% dans l'ensemble des actifs occupés. Chez les employés, on trouve beaucoup d'aides-soignants, d'aides à domicile ou d'agents hospitaliers. Les ouvriers sont également surreprésentés. Ils représentent 20% des travailleurs de première ligne contre 17% sur l'ensemble de la population. En revanche, les cadres sont sous-représentés. On retrouve les cadres seulement dans quelques métiers. On retrouve les cadres chez les médecins hospitaliers et libéraux, chez les pharmaciens, chez les dentistes et chez les vétérinaires. Si on s'intéresse maintenant aux salaires, les salaires des premières lignes sont plus bas, et ceci pour chaque catégorie socio-professionnelle. Donc vous avez à l'écran un graphique qui représente le salaire médian des salariés de première ligne et de l'ensemble des salariés par catégorie socio-professionnelle. La moitié des salariés de première ligne perçoit 22 700 € bruts contre 26 100 € bruts pour l'ensemble des salariés. Donc des salaires plus bas qui peuvent s'expliquer par une sous-représentation de cadres parmi les premières lignes, les cadres qui représentent la catégorie socio-professionnelle qui en moyenne ont les plus hauts salaires,
mais aussi par des durées annuelles de travail moins élevées. On a vu que les travailleurs de première ligne étaient plus souvent à temps partiel. Donc pour gommer cet effet durée de travail, on présente ici donc, un graphique à l'écran les salaires à durée équivalente sur l'année. Donc on considère ici que toutes les personnes ont travaillé le même nombre d'heures dans l'année. Là encore, donc même constat, les salariés de première ligne ont des revenus plus bas, hormis chez les cadres, où les cadres des premières lignes sont légèrement plus rémunérés. Donc sur l'ensemble, le salaire médian est de 24 700 € brut chez les premières lignes contre 27 800 pour l'ensemble des actifs. En termes de logement, maintenant, de conditions de logement, il y a une légère surreprésentation des travailleurs de première ligne dans le parc social. 13% des travailleurs de première ligne sont locataires du parc social contre 10% de l'ensemble des actifs en emploi. Mais on remarque une certaine hétérogénéité par métier. Dans certains métiers, cette part de logement social dépasse les 20%. Il y a un peu moins souvent de propriétaires chez les premières lignes que dans l'ensemble des actifs occupés. 51% des travailleurs de première ligne sont propriétaires contre 56% de l'ensemble des actifs. Mais là encore, une hétérogénéité par métier. Certaines professions se caractérisent par des taux de propriétaires très élevés, et on peut citer les médecins libéraux avec 83% de propriétaires, 79% chez les dentistes et 76% chez les infirmiers libéraux. Donc voilà pour ce portrait des travailleurs de première ligne. Je laisse maintenant la parole à Virginie. Merci Olivier. Bonjour à tous. Je vais vous poursuivre en vous présentant deux focus qui ont fait l'objet de 2 encadrés dans la publication, en commençant par un focus sur les professions de santé. Alors, si nous avons choisi de porter une attention particulière aux professions de santé et aux caissiers vendeurs, c'est parce qu'ils ont joué un rôle prépondérant pendant le premier confinement, et comme vous l'a dit Olivier, qui sont très représentés parmi les travailleurs de première ligne. Alors, durant le premier confinement, ce sont 100 200 professionnels de santé qui ont exercé en milieu hospitalier et qui ont donc été en contact direct avec les patients et qui ont été particulièrement mobilisés pour faire face à la pandémie de Covid-19. Donc, ces professionnels représentent un quart de l'ensemble des travailleurs de première ligne. On dénombre 35 400 infirmiers, environ 31 000 aides-soignants, 25 000 agents hospitaliers et environ 10 000 médecins. Ce sont des professions extrêmement féminisées. La part des femmes est de 82%, contre, je vous le rappelle, moins d'un actif en emploi sur 2 dans la région. Et cette part peut atteindre 86% chez les infirmiers et 90% chez les aides-soignants. Concernant les conditions d'emploi, 2 éléments à noter. Ces professionnels de santé sont un peu plus souvent à temps partiel que l'ensemble des actifs occupés et un peu plus souvent en contrat à durée déterminée. Deuxième catégorie de métiers sur lesquels nous avons fait un zoom, les caissiers et vendeurs dans les commerces essentiels. Donc je vous rappelle que ce sont les professionnels les plus nombreux parmi les travailleurs de première ligne. C'est un graphique que vous a présenté Olivier en début de présentation. Ils sont au nombre de 49 800. On les retrouve notamment dans la grande distribution et les commerces de proximité. Et là encore, on a une surreprésentation des femmes. 2 tiers d'entre eux sont des femmes, contre 48% dans l'ensemble des actifs occupés. 2 éléments à noter. Les caissiers vendeurs dans les commerces essentiels sont 2 fois plus souvent à temps partiel que l'ensemble des actifs occupés. Près d'un tiers d'entre eux sont concernés par le temps partiel, contre 17%. Et la proportion de bas salaire est environ 2 fois plus élevée. 23% d'entre eux ont un salaire horaire qui est inférieur à 1,1 SMIC, contre 12% de l'ensemble des salariés. Un deuxième focus qui a fait l'objet d'un deuxième encadré dans notre publication. Donc Olivier vous l'a dit, les 35 métiers de première ligne constituent le cœur de notre étude. Mais on aurait pu étudier, et ça on l'a fait juste par l'intermédiaire d'un encadré, d'autres professions, d'autres métiers qui rendent également au quotidien des services à la population à travers ce qu'on a appelé les relais des premières lignes et les services publics du quotidien. Je vais commencer par les relais des premières lignes. Donc, pendant le premier confinement, ce sont 219 000 personnes qui ont contribué
au bon fonctionnement et à la réalisation des missions des travailleurs de première ligne, donc qui ont rendu au quotidien des services à la population, mais contrairement aux travailleurs de première ligne, sans avoir été exposés directement au virus ou avoir travaillé sur site pendant le premier confinement. Bon, on va les retrouver souvent dans les mêmes secteurs que les travailleurs de première ligne ou occupant des fonctions clés dans la logistique, l'information, le secteur bancaire. On peut citer par exemple des ouvriers de la logistique, des magasiniers, ouvriers d'emballage, etc. Mais également des électriciens, des plombiers, des officiers des forces de l'ordre ou encore des professions intermédiaires de la banque. Donc si on s'intéresse aux conditions d'emploi des relais des premières lignes, on va trouver davantage d'ouvriers que dans l'ensemble des actifs en emploi, moins d'employés et autant de cadres et professions intellectuelles supérieures. Contrairement aux travailleurs de première ligne, les femmes sont largement sous-représentées parmi les relais des premières lignes. 33% d'entre eux, je vous rappelle, on était à 48% dans l'ensemble des actifs d'emploi et 59% parmi les travailleurs de première ligne. Enfin, dernière catégorie qui exerce des missions au quotidien, des missions de service au quotidien à la population, les services publics du quotidien. Alors ça, ce sont des services qui auraient été rendus indépendamment de la situation de crise sanitaire. Donc 161 000 personnes travaillent dans les services publics de l'enfance, de l'éducation, du social. On peut citer notamment les professeurs des écoles, enseignement secondaire, assistantes maternelles, animateurs socio-culturels et de loisirs. Donc là, on a un travailleur sur deux qui exerce une profession intermédiaire, contre 27% dans l'ensemble des actifs occupés, et on compte davantage de cadres et de professions intellectuelles supérieures. Là encore, des métiers extrêmement féminisés. La part des femmes est de 3 quarts, contre 48% dans l'ensemble des actifs occupés. Au total, les 35 métiers de première ligne, les 392 000 travailleurs de première ligne, les 219 000 personnes relais des premières lignes, donc ça c'est ce qui est représenté en bleu en bas à droite, et les services publics du quotidien, les 161 000 personnes, représentent 772 000 travailleurs essentiels du quotidien. Soit, vous le voyez sur ce schéma, environ 40% des actifs en emploi résidant dans la région. Pour terminer cette présentation, je vais vous rappeler les principaux chiffres clés de cette étude. Donc, dans notre région, on dénombre 392 000 travailleurs de première ligne, donc des travailleurs qui représentent 20% des actifs en emploi, qu'on a répartis en 4 sphères. Une sphère hospitalière, en contact direct avec les patients, on peut citer notamment les infirmiers, les aides-soignants. Une sphère médico-sociale hors hospitalier, notamment des aides à domicile ou des pharmaciens. Une sphère contact fréquent ou facteur aggravant, donc je vous rappelle, c'est contact fréquent avec du public ou dans des conditions qui augmentent le risque d'exposition au virus, notamment les caissiers vendeurs ou les nettoyeurs. Et enfin, des contacts occasionnels avec du public comme les livreurs ou les routiers. Une part prépondérante de femmes parmi ces travailleurs de première ligne, 59% d'entre eux, des parts qui peuvent aller jusqu'à 95% chez les aides à domicile ou 66% chez les caissiers vendeurs. Concernant les conditions d'emploi, une surreprésentation des ouvriers ou employés, qui représentent les 2 tiers d'entre eux, corollaire d'une sous-représentation des cadres, et davantage de temps partiel. Conséquence de cette sous-représentation des cadres et de cette durée de travail plus faible, des rémunérations moins élevées que dans l'ensemble des actifs en emploi. La moitié des travailleurs de première ligne perçoit moins de 22 700 € bruts, temps plein et temps partiel confondus par an, contre 26 100 dans l'ensemble des actifs en emploi. Enfin, je vous rappelle que donc, si les travailleurs de première ligne constituent le cœur de notre étude, on peut élargir ces travailleurs du quotidien aux relais des premières lignes et aux services publics du quotidien, qui représentent au total 772 000 travailleurs essentiels du quotidien dans notre région, soit 40% de l'ensemble des actifs en emploi. Nous vous remercions de votre attention. Donc, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette publication sur le site de l'INSEE, mais également sur le site de la DRECS et le site de la région PACA. Merci beaucoup Olivier, Virginie. Je vais réapparaître à l'écran. Voilà. Donc on va passer la parole maintenant à Pierre Conchaldi pour après avoir un temps d'échange avec le public.
peut-être Pierre, pour qu'on vous voit bien et que je vous entende bien, je vais vous passer mon siège et je vais juste avant afficher votre présentation. Comme ça, vous aurez la main dessus et vous serez plus à l'aise. Ça évitera de regarder un écran trop éloigné pour vous. Alors, comment on fait le diaporama à partir du début? Voilà. Merci. Bonjour, alors vous pouvez prendre le masque, alors, merci d'abord de cette invitation. Et alors, ce que je vais essayer de. Quand j'ai lu cette étude, j'ai trouvé ça très intéressant. Comme vous le signalez en introduction, je pense qu'elle présente notamment le mérite de remettre dans le champ du visible des travailleurs essentiels et souvent invisibles pour des tas de raisons. Et la deuxième remarque que je me suis faite en lisant l'étude, c'est que le portrait de ces travailleurs essentiels, à bien des égards, alors c'est pas un décalque évidemment, mais il présente de nombreux points communs avec celui qu'on avait pu dresser il y a maintenant plus de 20 ans avec une collègue lorsqu'on avait fait des travaux sur des bas salaires. On retrouve une surreprésentation des femmes, donc ça je vais pouvoir vous l'afficher. Voilà. Une forte surreprésentation des employés notamment, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et aussi des ouvriers, plus de temps partiel, et des salariés qui sont moins rémunérés que la moyenne. Donc voilà, je pense que c'est quand même un portrait qui est, encore une fois, pas le décalque, mais qui est très voisin. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est quelques repères, disons, quelques éclairages sur cette population plus généralement à bas salaire qui s'est installée, disons, depuis 25 ou 30 ans maintenant comme une caractéristique structurelle du marché du travail. Donc quand on dit structurel, ça veut dire qu'il faut essayer de prendre un regard un peu de long terme pour comprendre un petit peu, je dirais, comment ce phénomène a pu émerger et surtout persister sur le marché du travail. Donc quelques thèmes, alors je ne vais pas tout aborder, mais voilà quelques thèmes que je voudrais aborder. Le premier, c'est le niveau des salaires. Quand on regarde, quand on commente l'actualité des salaires ou des inégalités, on raisonne très très souvent en évolution. Et si j'ai insisté dans mon introduction sur le caractère structurel, c'est parce que je pense qu'on arrive à une période où cette question du niveau des salaires, et en général la question des niveaux plus que des évolutions, je dirais, va se poser. Et donc je vous propose de comparer un petit peu, d'appuyer sur les travaux de l'OPES, enfin de Feu l'OPES, l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, pour donner quelques repères, encore une fois, sur ces salaires. Quand on parle de bas salaire, on parle évidemment aussi du salaire minimum. Donc là, ce sera un second temps où j'essaierai de vous donner quelques évolutions et surtout quelle est, comme je l'ai intitulé ici, l'impasse dans laquelle on se trouve aujourd'hui, à mon sens. Ça nous permettra d'aller plus généralement à la question des revenus et du pouvoir d'achat. Et le pouvoir d'achat, il y a deux faces, hein. Il y a ce qu'on gagne, en termes de salaire notamment, mais il y a aussi ce qu'on doit aux dépenser pour couvrir ses besoins. Et puis, bon, alors, il y a encore quelques copies sur ce PowerPoint qui a été fait très rapidement. Quand on parle de salaire, on parle aussi de ce que ça représente pour les entreprises, puisque c'est d'un côté le salaire à revenu pour le salarié, évidemment, mais c'est aussi un coût pour les entreprises. Donc, qu'est-ce qu'on peut très rapidement dire là-dessus? Alors d'abord, les budgets de référence. Alors, je vais aller vraiment très très rapidement, mais pour vous donner quand même une idée de ce que c'est, parce que ce n'est pas encore installé, malheureusement, dans le débat. L'objectif des budgets, c'est de bâtir un consensus argumenté et éclairé sur le contenu d'un panier de biens et services. Donc, il ne s'agit pas de discuter sous ou argent, il s'agit bien d'élaborer une liste très détaillée de biens et services qui sont considérés par les gens qui ont conduit à cette discussion comme étant nécessaires pour avoir un niveau de vie minimum décent et évidemment
ces besoins, ils sont variables sur la configuration familiale, donc il y a des ménages types que l'ONPES avait considérés. Pour faire ça, on réunit des petits groupes de discussion par étapes. C'est une démarche participative, mais où il y a aussi des avis d'experts qui sont renvoyés au groupe de discussion. Et on a bien un processus qui a fondamentalement pour objectif, d'une part, d'aboutir à un consensus, et j'insiste aussi là-dessus, c'est bien un consensus sur un minimum. C'est-à-dire que quand il y a des accords, le consensus se fait vraiment sur le minimum, qu'on ne retient pas certaines des services. Il faut quand même préciser une chose, parce qu'il peut y avoir une confusion entre les budgets de référence et les seuils de pauvreté. Dans l'approche par les budgets de référence, on cherche à déterminer un seuil minimum de participation sociale. C'est ce qu'on pourrait appeler un seuil d'inclusion. C'est différent d'un seuil de pauvreté, où on cherche à repérer une population en difficulté, c'est-à-dire, et pour aller vite, à définir un seuil d'exclusion sociale. Alors tout ça, évidemment, notamment pour le seuil monétaire, statistique de pauvreté et conventionnel, mais conceptuellement, il y a une véritable différence, et cette différence, les gens la font bien quand on leur pose la question. Je vous ai mis un petit tableau qui donne des réponses à 3 enquêtes où on interroge les gens. Le revenu minimum pour joindre le bout, pour vivre, donc c'était de l'ordre de 1500 €, je vais faire très vite. Et le revenu en dessous duquel un individu peut être considéré comme pauvre, c'était plutôt de l'ordre de 1100 €. Donc il y a une vraie zone grise où les gens font bien la différence entre on est dans une situation à risque, et puis on a franchi un cap et on est raisonnablement assuré de ne pas connaître de privation. Donc c'est vraiment le second concept qu'on cherche à cerner dans l'approche par les budgets de référence. Quelques résultats très rapides, je ne vais vraiment pas aller vite. Le résultat, il est ensuite chiffré et valorisé en fonction de ce qu'ont dit les groupes de discussion par les chercheurs. Donc vous avez les résultats très très rapidement. Vous voyez qu'on est bien au-delà, pour la personne seule par exemple, du seuil statistique de pauvreté monétaire à 60% du niveau de vie médian. Et le second résultat, il y en a d'autres, mais le second résultat quand même qui est intéressant, c'est qu'on peut estimer qu'aujourd'hui dans la population française, il y a environ 35% de personnes qui n'ont pas accès à ce minimum décent. Donc on y retrouve évidemment les environ 15% de personnes qui sont considérées comme pauvres au sens statistique usuel du terme, mais au-delà, on a des gens qui ne sont pas pauvres dans ce sens-là, mais qui n'accèdent pas malgré tout à ce minimum décent. Voilà, donc ça fournit un repère qui permet de faire un certain nombre de choses, et notamment, une chose qu'on peut faire, c'est se demander quel est le salaire nécessaire pour atteindre un niveau de vie minimum décent dans ces différentes configurations familiales. Donc ça, c'est ce qui avait été fait dans le rapport de l'ONPES, qui a été publié en 2015. Et là, j'ai exprimé, compte tenu évidemment du système de transfert qui existait à l'époque, puisqu'il y a des aides, il y a des prélèvements, des impôts, etc. Mais quand on refait le calcul, au bout du compte, quel est le salaire dont il faut disposer dans ces configurations familiales de personnes actives pour avoir accès au minimum décent? Pour une personne seule, c'est environ 1,4 SMIC. C'est-à-dire que le salaire minimum, pour le dire autrement, ne permet pas d'accéder pour une personne seule à ce minimum décent. Ce n'est pas 2 SMIC pour un couple sans enfants, c'est-à-dire que si les deux travaillent à temps plein, eh bien, ils sont au-dessus du minimum décent. Mais vous voyez, pour la famille monoparentale, que pour toutes les familles finalement qui ont des enfants, on est loin de... on est au-dessus du SMIC, puisque si je prends l'exemple du couple, il faut 2,8 SMIC, c'est-à-dire si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de différence salariale au sein du couple, il faut que chacun gagne 1,4 SMIC, on retrouve finalement le résultat qu'on a pour la personne seule. Donc le principal enseignement de ce calcul, c'est de montrer que quand on est au salaire minimum, aujourd'hui, on ne peut pas avoir accès dans un certain nombre de configurations, notamment personnes seules, couple avec 2 enfants et familles monoparentales, à un niveau de vie minimum décent. Et quand on regarde les chiffres de salaire qui ont été présentés tout à l'heure, si on s'intéresse aux ouvriers et aux employés, donc j'ai noté que le salaire médian des employés était supérieur de 21% au SMIC,
donc on n'y est pas pour la moitié des ouvriers. Et pour les employés, c'est encore plus faible, puisqu'on est à 16% au-dessus du SMIC, et donc on est encore en dessous du seuil, si on prend comme référence le 1,4, hein, on est encore en dessous de ce seuil. Donc, il y a, je pense que ça traduit une réalité hein, qui est plus de nature structurelle, c'est-à-dire sur la faiblesse finalement de ces salaires, notamment dans le bas de la distribution. Alors, j'allais dire comment on en est arrivé là. Alors là, je vais faire 70 ans d'évolution du SMIC en 2 minutes, donc ça va être un peu sportif. Première étape, 1950, on crée le salaire minimum garanti, SMIG. Après que des discussions sur le niveau justement aient achoppé, parce que le gouvernement avait demandé aux partenaires sociaux de définir le niveau du SMIC, ils ne se sont pas mis d'accord, je passe sur les détails, et le gouvernement a donc fixé un niveau du SMIC. La principale caractéristique, c'est que ce SMIC, au tout départ, il n'est pas du tout indexé, et puis quelques années plus tard, il va être indexé, mais uniquement sur les prix. Et donc là, il y aura toute une controverse sur la politique de l'indice, enfin je passe là-dessus. Mais le repère d'indexation du SMIC, c'est l'inflation, l'indice des prix. Tout ça débouche, enfin, on arrive à l'année 68, je rappelle, plus 35% de revalorisation du SMIC, à l'époque, du SMIC, pardon. Et puis au 1er janvier 70, la création du SMIC, qui lui est indexé sur les prix évidemment, et aussi une partie de la croissance, mais seulement une partie, la moitié, hein, je le rappelle. Et l'autre moitié, enfin, et le surplus, ça peut être ce qu'on appelle les fameux coups de pouce à l'époque. Mais sans coup de pouce, il n'y a pas d'indexation totale sur la croissance. Alors il va y avoir des coups de pouce, grosso modo, dans les années 70, c'est le dernier significatif, c'est 1981, plus 10%. Et puis ensuite, quasiment plus, en fait. Hein, la tradition qui va s'installer pendant quelques temps, c'est que quand un président a été élu, il donne un petit coup de pouce. 2 présidents ont dérogé à cette tradition, c'est Sarkozy en 2017 et Macron en 2017. Voilà. Mais bon, ces coups de pouce, ils sont très très faibles de toute façon, et ils ne suffisent pas à maintenir le salaire minimum en lien avec la croissance moyenne des salaires. Le principal ajustement qui va s'opérer, c'est le moment des 35 heures, puisqu'on passe aux 35 heures sans perte de salaire au niveau du SMIC, avec tout un système assez complexe de création de garanties mensuelles de rémunération, les fameux GVR, qui vont être alignés, et là, ça va redonner un petit surplus, je dirais, au salaire minimum. Mais depuis 2005, il n'y a quasiment pas de coup de pouce. Et donc, on a un décrochage constant du salaire minimum par rapport au salaire moyen. Depuis 2014, cette baisse, elle est continue, puisqu'en pourcentage du gain horaire moyen, le salaire minimum est passé de 40,2% à 37,7%. Donc là, j'ai mis l'équivalent à un 13e mois. En fait, ce n'est pas tout à fait un 13e mois parce que c'est du brut. C'est l'équivalent de 1 200 € brut. C'est quand même pas négligeable sur une année quand même. C'est 100 € brut par mois qui sont liés à ce décrochage par rapport au salaire moyen. Donc ça, c'est le second élément. Ensuite, ce qui se passe depuis, je vais aller très très vite parce que je pense que le temps file. Je voudrais essayer d'expliquer rapidement la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui sur le salaire minimum. Le premier temps de la création du SMIC, on avait une dévalorisation qui était naturelle puisque c'était indexé sur l'inflation alors qu'on était dans une période de croissance très forte. Donc là, évidemment, il y avait un décrochage, on ne peut pas fait le graphique, mais on a eu une période de revalorisation. Ce qui se passe depuis 1993, c'est qu'il y a eu une sorte de compromis, au moins au niveau de certains économistes, enfin de la pensée, sur le fait qu'il fallait d'un côté adosser le coût du travail, comme on dit, notamment au niveau du SMIC, mais sans toucher au salaire proprement dit. Donc c'est les fameuses politiques d'exonération des cotisations sociales.
Alors aujourd'hui, elles sont maximales, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de cotisation employeur au niveau du SMIC. La difficulté, c'est que cette politique, elle n'a pas permis, loin de là, de résorber le chômage et le sous-emploi. Donc je ne vais pas rentrer sur le bilan des politiques de génération, mais enfin bon, il est clair aujourd'hui qu'on est encore dans une période de chômage et sous-emploi massif. Donc la question qui se pose, c'est si on veut faire davantage sur le coût du travail, ben, la seule solution, c'est de baisser le salaire brut ou de le désindexer. Et c'est ce que préconise d'ailleurs le rapport du groupe d'experts qui s'est créé en 2010 et qui, sur les 5 dernières années, a de façon constante préconisé la désindexation partielle ou totale du SMIC pour poursuivre cette politique qui, à mon sens, a échoué. Et la contrepartie, c'est qu'on préconise dans le même temps de développer des primes fiscales, ce que j'appelle les primes fiscales, donc ça a été la prime à l'emploi, aujourd'hui c'est la prime d'activité, pour compléter le revenu. Je rappelle, mais c'est juste un rappel factuel, qu'en 1998, M. Seyer, qui était à l'époque président de l'ex-CNPF, qui est très vite devenu ensuite le MEDEF, avait déclaré dans un entretien à la tribune que les entreprises pouvaient payer à hauteur de ce que peuvent payer les clients et que l'État pourrait, le cas échéant, compléter ce salaire par un revenu de solidarité. En fait, c'est ce projet que les gouvernements successifs ont mis en œuvre. Donc, ça pose une difficulté parce que, comme je l'ai dit, manifestement, ce n'est pas par ce biais-là qu'on a réussi jusqu'à présent à résorber le chômage et le sous-emploi massif. Alors, est-ce qu'il faut continuer? Je pense qu'il faudrait sans doute abaisser très très fortement encore les salaires pour pouvoir, dans cette logique de coût du travail, arriver à une forme de plein emploi, on pourrait dire. Et puis ça pose surtout 2 questions qui ont été bien éclairées par l'une par un travail de l'INSEE sur l'évolution de l'offre et de la demande de travail sur 40 ans par Dominique Bou et Éric Morin, si j'ai bonne mémoire, parce que cette politique d'exonération des cotisations sociales, d'un côté, elle favorise la demande de travail faiblement qualifiée, et ce qui se passe, c'est que de l'autre côté, du côté de l'offre, on a une offre de travail qualifiée qui augmente beaucoup plus vite que la moyenne. Le résultat, c'est qu'il y en a 2. Pour les travailleurs les plus qualifiés, eh bien, ils sont de plus en plus déclassés. Je ne vous donne pas de chiffres, mais Bou et Morin montrent que le déclassement a doublé depuis les 25 dernières années. On est aujourd'hui, si j'ai bonne mémoire, pour ces salariés qualifiés, autour de 20 à 25% de salariés déclassés, c'est-à-dire qui occupent des emplois qui ne correspondent pas à leur qualification. Et pour les salariés les moins qualifiés, eh bien, ils sont de plus en plus relégués, encore plus loin dans la file d'attente du chômage. Voilà. Ça, c'est des conséquences à la fois économiques et sociales, finalement, enfin plutôt sociales. Et la conséquence économique, c'est qu'en favorisant ce sentier économique, disons, de développement, il y a le risque de ce que les Anglais ont appelé pendant longtemps de s'enfermer dans un piège de basse productivité. Parce que dans la logique économique standard, eh bien, favoriser les bas salaires, c'est favoriser d'une façon ou d'une autre une faible productivité, le développement, en tout cas, d'activités faiblement productives. Donc ça pose la question, est-ce que c'est le chemin de développement que doit aujourd'hui employer un pays développé comme la France? Donc ça, c'est le second repère. Je vais aller très très vite sur la fin, il devrait être 3 diapos, sur les difficultés structurelles qu'on peut avoir au niveau des ménages. Donc il y a tout un débat aujourd'hui sur les bilans. On va rentrer dans une période de bilan. Et comme je le disais au début, on raisonne souvent en évolution. Donc là, je vous ai montré 2, c'est tiré des enquêtes revenus de l'INSEE. Alors, je ne sais pas si vous voyez les chiffres, les années. Non. Alors, les barres bleues, c'est la période 2008-2018, et la barre orange, c'est la période 2008-2019. Tous les chiffres sont en niveau, ils ne sont pas en pourcentage. Si on prend 2008-2018, c'est clair qu'il y a eu une croissance des inégalités parmi les ménages actifs. C'est-à-dire que le revenu moyen par ménage
dans la moitié, la distribution la plus basse a baissé et elle a augmenté dans le haut de la distribution. Le constat est quand même assez différent, comme vous le voyez, si on rajoute juste une année. Donc je pense qu'on peut s'attendre à beaucoup de controverses prochainement sur le bilan. Et comme j'ai essayé de vous le montrer, je pense que cette réalité, elle est de court terme, masque une difficulté structurelle qui est bien plus profonde. Et pourquoi j'ai mis les chiffres en niveau alors que d'habitude on les présente en évolution, c'est simplement pour dire que c'est des périodes de 10 ans, je rappelle quand même, en euros constants, vous voyez que dans le bas de la distribution, au mieux, si je prends le deuxième décile, entre 2008 et 2019, le revenu annuel du ménage, il a augmenté de 500 €. Par rapport au décalage que j'ai essayé d'illustrer au début de mon intervention, vous voyez qu'on est dans des ordres de grandeur qui sont très très différents. Donc on n'arrive pas, malgré ce qui s'est passé en 2019, à compenser ça. L'autre chose que je voudrais rajouter qui se relie au confinement, si j'ai encore 2 minutes. Non, mais dites-moi. Oui, c'est bon, il est moins 2, donc bon, tout va bien. Moins 2, d'accord. Pendant le confinement, il y a eu des travailleurs qui continuent à travailler et d'autres qui n'ont pas pu le faire. Et donc qui ont soit vu une baisse partielle de leur revenu d'activité, soit totale. Total, c'est je crois 6%, on estime que c'est 6% des salariés, et le gros bloc, c'est environ 30%, un peu moins, qui a vu une baisse partielle de ses revenus. Et j'avais fait un petit travail à l'époque pour identifier des populations à risque, c'est-à-dire des populations où le revenu d'activité avait baissé et qui étaient confrontées à des charges fixes de logement, je passe. Et puis, donc, il y avait environ 4 millions de ménages concernés. Et dans cette population, on pouvait aussi, je passe sur la méthodologie, identifier des ménages vraiment en difficulté, qui avaient donc, dont on pouvait penser qu'elles avaient connu des difficultés financières importantes, compte tenu de leur faible niveau de revenus, etc. Et on arrivait à quelque chose de plus de 2 millions de ménages, entre 2,5 et 2,8, c'est-à-dire 6 à 7 millions de ménages. D'un côté, il y a des travailleurs essentiels qui ont pu, heureusement pour eux, malgré des faibles salaires, conserver l'intégralité de leur revenu d'activité, mais de l'autre côté, il y a aussi des personnes qui ont subi les effets du confinement de façon sensible sur leur conditions de vie. Donc voilà ce qui s'est passé du côté du ménage. L'autre face du pouvoir d'achat, c'est le coût de la vie. Alors, le coût de la vie, il ne s'agit pas ici de rentrer dans une controverse sur est-ce que l'indice des prix de l'INSEE mesure bien l'indice des prix. Là, j'ai repris simplement, je vous ai parlé des budgets de l'ONPES. L'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, fait depuis 1950 ce qu'elle appelle des budgétifs qui sont très proches, en fait, dans leur objectif, qui poursuivent le même objectif, même s'ils sont un peu différents dans leur méthodologie. Et donc on a une série chronologique depuis 70 ans. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment varient ces budgets. Est-ce qu'ils varient plus vite, moins vite que la moyenne des prix? Donc là, je me suis intéressé juste aux 20 dernières années. Donc j'ai pris 4 budgets types, ABCD, peu importe. Et le chiffre indique le décalage entre la variation de chaque budget type et la variation de l'indice des prix. Quand on a 10, ça veut dire que le budget type en question, il a augmenté de 10% de plus que la moyenne des prix. Et donc c'est ce que j'appelle le coût de la vie au minimum. Et donc vous voyez que, notamment depuis 2008, on a aussi un décalage croissant du côté des budgets, du côté des besoins, finalement, des dépenses nécessaires pour satisfaire les besoins. Donc je résume, si je reprends la diapositive précédente, on a une quasi-stagnation des revenus, alors que dans ces niveaux de bas revenus, on a un coût de la vie qui, tel qu'il est mesuré par l'UNAF, évidemment, enfin si on y croit, a évolué plus vite que la moyenne. Dernier élément,
Un mot sur les entreprises, parce que dans les bilans qu'on fait aujourd'hui, il y a à mon avis un grand absent, c'est quand même les entreprises, qui sont aussi un acteur économique majeur. Et la question qu'on peut se poser, si vous suivez mon raisonnement, c'est le salaire minimum, on peut penser qu'il est insuffisant aujourd'hui, qu'il serait nécessaire de le revaloriser. Évidemment, si les entreprises supportent cette revalorisation, est-ce qu'elles vont pouvoir le faire ou pas? Est-ce que ça va avoir des conséquences économiques? Il y a un indicateur qu'on utilise souvent dans ces cas-là, c'est le taux de marge simplement des entreprises. Et là, je voudrais quand même attirer votre attention sur un phénomène récent. Comme il est récent, il a peu été commenté, mais qui est quand même assez atypique. Le graphique, il donne l'évolution, donc c'est les comptes nationaux trimestriels de l'INSEE pour les sociétés non financières, c'est le taux de marge depuis 70 ans. Voilà. Donc j'ai tracé une ligne rouge pour donner quelques repères sur les grandes tendances. Alors on peut commencer par la fin. Depuis quasiment une année, sur les 3 derniers trimestres, on a vu grimper le taux de marge des sociétés de façon plus que significative, jusqu'au à un record historique. Ça s'explique principalement par la suppression des impôts à la production. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on a un niveau historique. L'impôt à la production, c'est quand même 10 milliards. C'est énorme, voilà, même plus que ça. Et vous voyez que si on reconstitue maintenant la chronique, on avait d'abord, jusqu'au premier choc pétrolier, un taux de marge qui était autour de 30%, on va dire. Il a chuté évidemment avec le choc pétrolier. Il y a eu ensuite les années 80 où on a eu une montée très très rapide du taux de marge à un niveau qui est resté pendant longtemps assez sensiblement supérieur à celui des années 60 et 70. La crise financière de 2008 a refait plonger le taux de marge, qui s'est redressé assez rapidement, comme vous le voyez. Et ce qu'on observe sur donc, les 3 derniers trimestres, c'est quelque chose de tout à fait atypique, puisqu'on est, encore une fois, à un niveau qui est exceptionnel. Donc je conclue ma présentation par juste un petit chiffre. Si on revalorisait le SMIC de 30%, ça aurait fait un effet direct sur la masse salariale qu'on peut chiffrer facilement, mais ça aurait aussi des effets indirects qu'on peut aussi chiffrer. Et si on fait l'hypothèse que ce coût serait intégralement supporté par les entreprises, ce qui est probablement pas le cas, puisque certaines vont pouvoir le répercuter sur les prix, mais faisons cette hypothèse, ça abaisserait le taux de marge d'environ 1,5 points. Et vous voyez que par rapport au niveau qu'on a atteint sur les 3 derniers trimestres, on revient à baisse, mais on reste à un niveau qui est sensiblement élevé, en tout cas plus élevé que ce qu'on a pu observer pendant très longtemps dans notre pays. Merci. Je vais revenir à l'écran pour faire le chantier animateur. Merci. Voilà, et je vais décaler l'écran pour que vous voyez un peu tout le monde. Donc vraiment, je n'avais pas accès au chat. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été posées dans le chat. Il y en a une que je vais trouver du coup. À la fin, Stéphane Gavel. Ok. C'est une question sur les angles morts importants concernant l'ensemble des professions qui constituent les travailleurs sociaux qualifiés. Voilà. Donc voilà, une question donc, sur les angles morts pour les travailleurs sociaux qualifiés, c'est-à-dire, effectivement, on a parlé beaucoup de salaires, etc., mais il y a la question de la qualification. Est-ce que, donc peut-être par rapport aux questions des qualifications, je ne sais pas si côté INSEE, vous avez des informations à donner supplémentaires. Est-ce que vous avez réussi à mesurer un peu l'impact de la qualification?
Non, c'est pas une exécution qu'on a lancé dans l'étude. On n'a pas regardé les qualifications de ces travailleurs de financement. C'est ça, hein. Beaucoup de professions sont citées. Et donc ça, c'est effectivement quelque chose qui doit pouvoir être essentiel. Hein, c'est ce que j'avais dit en tout cas en introduction, c'est-à-dire le fait, on le voit bien hein, dans les services de logistique, etc., notamment, alors peut-être pas dans le secteur médical stricto sensu, mais dans les services logistiques, voilà, les salariés sont très vite substituables les uns aux autres. Hein, et donc ça peut aussi expliquer leur faiblesse quelque part comparativement à d'autres quand ils sont plus essentiels au-delà même des périodes de confinement. Peut-être Pierre Congéry, je ne sais pas si par rapport à cette question de la qualification, par rapport justement aussi... Pardon, hein. La question elle porte sur les métiers des travailleurs sociaux. Bon, alors oui, par rapport aux travailleurs sociaux, mais peut-être même plus généralement, si on n'a pas de réponse très précise sur les travailleurs sociaux, est-ce que la qualification, elle a quand même un impact? Vous en avez parlé un peu, hein, en montrant qu'il y a une surqualification de certains par rapport au poste occupé. Est-ce qu'elle a un impact cette fois-ci, on va dire, au-delà même de la reconnaissance salariale sur l'inclusion sociale dont vous parlez? Alors, je vais essayer de retraduire la question parce que je ne suis pas sûr de comprendre. La question, c'est des salariés qui sont surqualifiés, c'est ça? Non, pas nécessairement des salariés, du moins, dans tous ces salariés qui ont été en première ligne, Oui, ou même que vous identifiez comme ceux qui n'ont pas on va dire, des revenus suffisants pour vivre correctement, est-ce que la question de la qualification, elle est véritablement discriminante? Parce que vous dites finalement, il y a des surqualifiés qui occupent des métiers sous-qualifiés par rapport à leur diplôme. D'accord. Je pense que ça peut répondre un peu à votre question. La première chose que je n'ai pas dit, mais c'est toujours comme ça les questions, ça permet de dire des choses qu'on n'a pas pu caser dans l'intervention. Il n'y a pas coïncidence entre bas salaire et bas niveau de qualification. Ça avait déjà été montré dans une ancienne étude, enfin bon, je ne sais pas si c'est pas là-dessus, mais il ne faut pas assimiler bas salaire et bas niveau de qualification. Notamment parce qu'il y a de plus en plus de travailleurs qualifiés qui n'ont accès qu'à des métiers faiblement qualifiés, faute de mieux, je dirais. Et donc effectivement, par rapport, alors ça se traduit effectivement par une faiblesse des salaires, et ça se traduit aussi, je dirais, en termes de conditions de vie et de travail, par des conditions de travail qui sont effectivement décalées par rapport aux attentes des gens. Donc ça, c'est aussi ce qui peut expliquer en partie le fait que c'est un des éléments, c'est certainement pas le seul, mais que on voit que les personnes, de plus en plus de personnes, pour le dire autrement, restent inscrites à Pôle emploi tout en travaillant. Alors ça s'est expliqué pendant toute une période par le fait qu'on a incité les gens à travailler, on les a activés, mais de plus en plus, je pense que ça s'explique aussi par l'incertitude qui entoure de plus en plus les conditions d'indemnisation du chômage, mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y a de plus en plus de personnes insatisfaites par rapport à l'emploi, qui même en ayant un emploi, continuent à en chercher un, parce que ça ne correspond pas, que ce soit en termes de salaire, mais aussi en termes de qualification, à leurs attentes. Je ne sais pas si ça répond un peu à votre question. Oui, non, mais si, ça répond. En gros, ne serait-ce que la décorrélation entre qualification et bas salaire, peut-être que les bas salaires, ce n'est pas nécessairement des métiers non qualifiés, c'est vrai qu'on a tendance spontanément à penser ça. On dit qu'il faut former, voilà. Et donc cette décorrélation, si elle existe, effectivement, elle peut poser problème. Je pense que dans la question qui était posée sur le secteur médico-social, il y avait cette idée-là aussi. C'est-à-dire qu'on a vraiment des gens qui ont été formés, qui sont diplômés, etc. Et c'est pas, on va dire, l'agent logistique, celui qui fait le ménage, etc. et qui ne demanderait pas nécessairement une vraie qualification, voilà, une qualification importante. Alors je vois qu'il y a des gens qui veulent, c'est ça, il y a des gens qui veulent poser des questions, qui lèvent la main, c'est ça, sur le Zoom. Donc dans ce cas-là, regardez, là je vois qu'il y a Stéphane, Gavel, vous avez réussi à activer votre micro, c'est parfait, je vous laisse poser votre question. Écoutez, je me présente, Stéphane Gavel, donc
Je suis président de la commission Solidarité au CESER. Donc on suit vos travaux depuis pas mal de temps. Et je remercie pour ces deux études très intéressantes d'un point de vue statistique et qui nous mettent en lumière, en effet, des éléments relatifs à la crise de Covid, mais aussi des éléments structurels qui se cachent derrière et qui vont perdurer avec des problèmes qui perdurent. Moi, c'était pour repréciser un petit peu ma remarque que j'avais fait sur le chat, parce que c'est pas évident lorsqu'on fait par écrit en écoutant. Ce que je voulais dire, c'est que dans la première étude, quand je parlais d'angle mort, il apparaît que dans les travailleurs, et ça me semble important quand même de l'expliquer, les travailleurs qui ont dû faire face dans le premier confinement, en premier d'ailleurs, parce que c'est celui qui posait d'ailleurs le plus de problèmes, parce qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes, peu de moyens de protection, les travailleurs sociaux ont été vraiment en première ligne et ils étaient auprès de populations très fragiles ou sensibles, suivant comment on les décrit. Et ces professions-là ne sont aujourd'hui pas tellement finalement mises en avant. On met en avant la caissière, etc., ce qui est tout à fait juste, mais ces professions-là qui ont été indispensables et qui sont toujours, finalement, je trouve, moi c'est ma remarque, n'apparaissent pas assez dans les études et ce sont des professions qualifiées, très mal payées, y compris moins mal payées, encore plus mal payées que les professions de santé, dont on a parlé après les négociations du Ségur de santé, et qui ne bénéficient aujourd'hui d'aucun regard particulier. Les écarts de rémunération, qualification égale, par exemple, avec les personnels de santé, sont aujourd'hui patents et avec des temps partiels suivis, etc., parce que les employeurs sont petits, souvent associatifs, avec peu de moyens, etc. Je pensais que c'était cette limite que je voulais simplement mettre en lumière cet élément-là et remarquer que ça n'apparaît pas, mais ce n'est pas uniquement sur cette étude, mais finalement, globalement dans la société, c'est un angle mort quand on est travailleur particulièrement utile. Voilà, merci de votre écoute. Merci à vous. Après, je pense que ça peut rebondir aussi avec l'étude de l'INSEE, c'est-à-dire quand on voit les effectifs de salariés. Et donc, je ne sais pas après si ça avait été mesuré quand vous êtes rentré vraiment dans le détail, mais je pense qu'en termes d'effectifs salariés, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins important, peut-être aussi, en termes de représentation des salariés en première ligne. Oui, il y a ça, il y avait aussi, comme on l'a dit, il y a une part arbitraire, donc forcément il y a sûrement des oubliés. Et c'était vraiment sur le critère donc, des personnes qui sont déplacées et que pour fournir des besoins de pouvoir nécessiter se soigner, se nourrir. Et c'était les premières slides qu'on avait vues au début sur ce qui a été décidé historiquement. Alors je regarde s'il y a d'autres questions. Il y a une question dans la salle, ou plusieurs questions dans la salle. Donc, vous les posez de loin et je les répète fort pour nos amis en Zoom. Ma question c'était sur le taux de marge que vous avez évoqué sur la dernière diapositive. Est-ce qu'on peut considérer que cette augmentation récente, c'est une augmentation qui est plutôt conjoncturelle ou est-ce qu'elle est plutôt structurelle et qu'elle va s'inscrire dans la durée? Donc, je répète la question, c'est le dernier dispositif de Pierre Conchaldi sur l'augmentation brutale du taux de marge des entreprises depuis ces 3 derniers trimestres. Est-ce que c'est conjoncturel, donc clairement lié à la crise sanitaire, ou est-ce que c'est plutôt structurel? C'est-à-dire est-ce qu'on va, selon vous en tout cas, vers une augmentation forte et pérenne du taux de marge des entreprises? Ce qui change un peu la conclusion que vous avez faite. Bien sûr, je scrute, c'est pour ça que j'attends tous les trimestres, les comptes trimestriels. Là, les derniers sont parus lundi dernier, donc ça a confirmé ce que je pensais. Quand on analyse les raisons de cette variation, ça a l'air plutôt structurel parce que c'est pas du tout lié à la conjoncture économique, c'est vraiment lié à la politique fiscale à l'égard des entreprises. Voilà. Donc, alors évidemment, si on change la politique fiscale, ça va changer, mais a priori, les décisions, elles ont été prises, elles n'ont pas de raison de conduire à des changements différents. Mais non, je suis comme vous, j'étais très étonné par ça. Je trouvais ça, étonnant, étonnant. Et donc j'attends, mais j'ai aucun élément qui me permette de dire que c'est pas structurel. Voilà. Toujours. Donc une augmentation qui serait potentiellement structurelle. Peut-être pour compléter et boucler là-dessus, est-ce
parce que ça c'était peut-être pas précisé non plus dans l'étude de l'INSEE, mais je pense que c'est important. Là, quand vous dites, on pourrait avoir une augmentation du salaire minimum, etc. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert. Hop, il y a beaucoup de gens qui ont ouvert. Quand vous dites finalement une augmentation du salaire minimum, finalement on verrait qu'un petit peu le taux de marge des entreprises qui est déjà élevé, vous dites que potentiellement ce taux de marge élevé et structurel. Par rapport à ça, en fait, quand on a vu les métiers de première ligne, alors il y en a à l'évidence, ils travaillent comme salariés d'entreprise, ceux qui sont vendeurs, caissiers, etc., en boulangerie, en direction de commerce, etc. Il y a aussi beaucoup d'employés du service public là-dedans, notamment dans le domaine hospitalier. Et donc, est-ce que finalement, voilà, vos réflexions, elles arrivent à identifier une différence entre, on va dire, ces premières lignes et ces travailleurs essentiels qui sont dans le service public, puisqu'on les voyait aussi, c'était, je sais pas comment c'est pas les secondes lignes, mais c'est ceux les premières lignes. voilà, donc là, le service public, il était essentiel de nouveau. Et ce qui relève vraiment des entreprises, en fait. Ah bah, l'État est aussi un employeur. Enfin, l'État et les collectivités publiques, de façon plus générale, c'est aussi un employeur. Et pendant assez longtemps, en tout cas dans les années 70-80, l'État donnait des signaux sur la politique salariale. Il n'en donne plus, ou en tout cas il ne donne pas des signaux de revalorisation. Et donc effectivement, on ne peut pas voir la question des salaires uniquement dans le secteur privé sans la lier à la politique salariale de la fonction publique en général, pour aller vite. Et c'est clair que sur ce terrain-là, que je ne vais pas développer, mais le gel du point d'indice de la fonction publique, enfin voilà, la plus que rigueur salariale qui a fini par s'installer très durablement dans la fonction publique, et aussi finalement un argument pour les employeurs pour ne pas augmenter les salaires. On le voit bien dans les négociations salariales, où le gouvernement exhorte finalement les employeurs à augmenter les salaires, alors que lui-même ne le fait pas. Donc effectivement, ça crée un hiatus. Alors que, encore une fois, dans les années 80, il y avait un modèle qui était différent. Dans toute la période de désinflation, j'ai vécu quand j'étais, on avait des rapports continus là-dessus, l'État fixait le cap de l'augmentation des salaires. Alors, ce cap était décalé, ce qui a conduit à une plus forte à une désindexation finalement des salaires, mais il était là. Et en fait, dans les négociations dans le secteur privé, souvent elles prenaient comme référence ce qui s'était passé dans la fonction publique. Et de fait, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, mais dans un sens qui est vraiment complètement à la baisse, puisque Dans le sens inverse. c'est dans le sens inverse. Il y avait une autre question dans la salle, oui. Oui, bonjour, merci pour ces présentations. Moi, je voulais revenir d'abord sur la problématique des qualifications des métiers essentiels, parce que c'est justement l'un des mécanismes qui participe à la dévalorisation de ces métiers. Il y a pas mal de littérature sur le sujet. C'est la non-reconnaissance des qualifications qui sont là. Il y a une négation des qualités, des compétences requises pour exercer un certain nombre de métiers essentiels. Je pense notamment à tout ce qui est des services à la personne, qu'on pense être des compétences un peu naturelles et propres aux femmes. Le soin qu'on accorde, le temps qu'on passe, l'empathie, tous ces métiers-là de service à la personne, qui sont fondamentaux pour que notre société elle tienne, et bien ce ne serait pas des compétences parce que c'est quelque chose de naturel. Il y a toute une littérature, là-dessus. Je vous interromps pour faire le relais. Donc c'est sur la question de des qualifications et de la reconnaissance de ces qualifications qui souvent n'est pas au rendez-vous quand pourtant les qualifications existent, et notamment tout ce qui est soin à la personne peut être considéré parfois comme naturel parce que ce serait féminin, etc., l'empathie, etc., alors qu'en fait c'est des vraies qualifications et qu'il y a une vraie nécessité de ces qualifications pour exercer ces métiers-là. Tout à fait. Et moi, j'ai une autre question, là, c'est plus peut-être aussi pour vous, Monsieur Consialdi, sur la problématique du SMIC, parce que vous êtes spécialiste. D'abord, comment explique-t-on encore aujourd'hui qu'il y ait des branches professionnelles, qu'il y ait des minima de salaire qui ne respectent pas le SMIC, qu'il y ait des grilles de salaire en dessous? Comment c'est encore possible? Et ensuite,
En ce moment, là, dans le débat sur les revalorisations salariales, il y a le gouvernement qui demande à 15 branches professionnelles d'ouvrir des négos pour les revalorisations salariales. Est-ce que vous partagez l'idée selon laquelle il serait peut-être opportun finalement de dire aux employeurs de conditionner des allégements de cotisations patronales à l'acceptation de négociations en matière salariale? Alors, deux questions qui s'adressent du coup à Pierre Conchali principalement. Sur le SMIC et bien sûr. Comment expliquer, mais peut-être que l'INSEE aura aussi des réponses, Bien des sûr. adresses aussi, comment expliquer que dans certaines branches professionnelles, finalement, le SMIC... Il y a des grilles de salaire qui commencent en les dessous grilles de du salaire SMIC. sont en dessous du SMIC. Et dans les négociations en cours, cette fois-ci avec d'autres branches professionnelles, est-ce qu'on ne veut pas conditionner finalement Conditionnaliser. des avantages, Des allégements de cotisations des allégements patronales de cotisations, à l'ouverture de négo et à l'aboutissement à de l'augmentation négociations. du coût des salaires, Ouais. des salaires les plus bas? Y compris si la négo arrive à une baisse du salaire. Alors, je ne sais pas qui veut répondre en premier, si certains ont des... Oui, je peux répondre sur la première, parce que c'est un phénomène enfin, le fait qu'il y ait des salaires conventionnels de branches qui soient inférieurs au salaire minimum, c'est un phénomène complètement récurrent en France, qui existe depuis 30 ans, 40 ans, enfin, parce qu'il n'y a pas de réelle négociation collective, voilà. Ça n'existe pas. Enfin, dans la plupart des branches, ça n'existe pas. Donc, c'est effectivement le salaire minimum qui sert de filet pour les plus bas salaires. Et on n'a pas du tout le même système de relations professionnelles qu'on peut avoir encore en Allemagne, même si ça a évolué aussi en Allemagne, où les salaires conventionnels sont réellement négociés et sont négociés. Et c'est pour ça d'ailleurs que pendant très longtemps, les syndicats allemands étaient contre l'introduction d'un salaire minimum, parce que eux, leur force, c'était de négocier, et ils avaient peur qu'un salaire minimum, finalement, rende atone Oui. leur négociation collective et tire finalement les salaires vers le bas. On n'a pas du tout le même schéma en France, hein, franchement, il n'y a pas de réelle négociation de branche. Au mieux, s'il y a une négociation dans l'entreprise, c'est même pas une négociation, c'est, je crois, un rendez-vous annuel dans l'entreprise. Voilà, et donc il y a beaucoup de branches où. Et périodiquement, il y a des injonctions du gouvernement de dire aux branches, mais vous devriez négocier des salaires minimums qui fassent sens. Et périodiquement, ça se fait un peu, puis après, comme tout ça se délite dans le temps, donc c'est vraiment un phénomène structurel qui est propre aux relations professionnelles en France. Et sur les exonérations de cotisations sociales, moi je pense qu'il est temps de tirer le bilan de l'échec de cette politique. Comme j'ai pas eu le temps de le démontrer, mais en résumé, c'est quand même un échec, à mon avis, à la fois d'un point de vue économique. On ne peut pas soutenir que cette politique, compte tenu des masses financières en jeu, qui sont considérables, ait eu un effet majeur sur la situation du marché du travail. Je ne pense pas. Donc c'est pas la bonne politique. Je rappelle, c'est quand même presque 30 ans pour la poursuite, depuis 93. Si j'écarte les politiques d'exonération de cotisation sociale sur le temps partiel pour démarrer un peu plus tôt. Enfin bon. Grosso modo, la loi quinquennale sur l'emploi, c'est 1993, donc presque 30 ans qu'on la poursuit et qu'on l'accentue sans avoir d'effet. Donc ça, c'est bilan, ça c'est vraiment négatif en matière d'emploi, pas à la hauteur, ça, clairement pas à la hauteur. Et socialement, ça a aussi des effets tout à fait délétères. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que ça tire vers le bas de plus en plus de salariés. Dans les premiers travaux qu'on avait fait avec Sophie Frontieux, on montrait que ça. Et il y avait un phénomène de trappe à bas salaire qui a été contesté, mais à mon avis, qu'on observait très bien à l'époque. C'est-à-dire de plus en plus de gens restaient soit 3 ans successifs dans des zones de bas salaire, soit alternés de chômage et bas salaire, etc. Et cette proportion, elle avait doublé en l'espace d'une dizaine d'années. Et donc quand je introduisais la présentation en disant que c'était un phénomène qui était devenu structurel, c'est ça que je veux dire. C'est que
Là, il faut prendre conscience du fait qu'on a installé cette caractéristique de façon structurelle. Et que structurellement, on a donc, par le biais de cette politique, tiré des salaires vers le bas. Et je pense qu'on est en train d'atteindre un point limite, enfin, à la fois d'un point de vue économique et d'un point de vue social. Est-ce que ça fait sens aujourd'hui de vivre en société si une personne qui travaille à temps plein n'a pas la capacité de satisfaire minimalement ses besoins? Je ne pense pas. Donc c'est cette question-là qui est aussi en jeu et qui risque de se poser de façon beaucoup plus forte parce qu'on est face à des ajustements d'une autre nature, mais aussi structurels et très profonds, qui vont être liés au dérèglement climatique. Enfin, je ne vais pas rentrer sur cette considération-là, mais on est face à des changements structurels de très grande ampleur. Donc, si on n'anticipe pas ce genre de choses, on va vraiment vers des situations qui vont être très difficiles. Donc, je pense qu'il faut remettre en débat complètement cette question-là. Et un moyen de... Je suis un peu long, je suis vraiment désolé. Il y a des sujets sur lesquels... un moyen de pousser à la revalorisation des salaires, notamment en basse, c'est, on l'oublie souvent, c'est la réduction du temps de travail. La réduction du temps de travail, qui n'est pas uniquement la réduction de la durée du travail hebdomadaire, qui peut prendre diverses formes, notamment la retraite, les congés. Parlons de la réduction du temps de travail hebdomadaire, c'est aussi un moyen de redistribuer finalement la masse salariale. C'est-à-dire qu'on peut faire en sorte qu'elle soit à peu près neutre, pas forcément globalement, c'est-à-dire qu'elle soit à peu près neutre au niveau de la masse salariale, mais ça suppose effectivement de préserver les plus bas salaires et donc de faire contribuer davantage les plus hauts. Donc, moi je pense que c'est cette question-là aussi qui mérite d'être mise en débat aujourd'hui. Peut-être par rapport à ce que vous dites, je pense qu'il y a des chiffres qui doivent être intéressants, on n'est peut-être pas là, mais qui sont sur les premières lignes finalement, le taux de syndication, etc. Est-ce qu'il y a une moindre représentativité des salariés sur ces métiers-là par rapport à d'autres? Parce que ça peut avoir évidemment dans ce cas-là des conséquences au moment des négociations. Alors je ne sais pas ça si vous aviez ce type d'indicateur. Et puis peut-être aussi un deuxième élément par rapport à ce que vous dites, Pierre Monchaï, sur le temps de travail, la répartition, etc. On a un phénomène, alors qui n'est pas un phénomène français, mais qui est un phénomène américain, où en tout cas depuis le confinement, on voit qu'il y a des gens qui décident d'arrêter de travailler ou qui décident de changer beaucoup plus souvent de travail. Et donc là, ça va peut-être générer, par contre, sur les postes fortement demandés, une gigantesque inflation des salaires. Et à côté de ça, on le voit quand même peut-être un peu en France, c'est-à-dire on n'a plus de candidats pour occuper certains postes aussi. Donc est-ce que ça ne va pas plutôt favoriser une tendance inverse, c'est-à-dire une tendance à l'augmentation des salaires, parce que c'est de plus en plus difficile finalement de trouver des gens qui veulent occuper certains métiers, y compris dans les métiers de première ligne. C'est-à-dire il y a des fortes pénuries de gens qui sont prêts à occuper ces métiers qui ont été listés comme métiers de première ligne pendant le premier confinement. Alors moi, je voulais juste intervenir pour peut-être apporter des éléments chiffrés sur la part des branches qui présentent un premier niveau de grille inférieur au SMIC. Donc ça a été chiffré par la DARES. C'est environ 11% des branches qui sont concernées. Donc il faut savoir que ce n'est pas légal, on n'a pas le droit de payer en dessous du SMIC. Les seuls cas pour lesquels on a une figure d'exception, ça concerne en fait les apprentis et les jeunes salariés en contrat d'apprentissage et les salariés de moins de 18 ans qui ont eu moins de 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d'activité. Voilà. Sinon, c'est illégal. Alors l'étude de la DARES, elle était intéressante, donc c'est une étude qui date un petit peu, mais c'était sur le SMIC en vigueur au 1er janvier 2016, donc il y avait 11% des branches qui étaient en dessous de ce seuil. Et puis à l'issue de la revalorisation du SMIC en 1er janvier 2017, ce taux il est passé à 52%. C'est-à-dire qu'elles étaient dans comme elles avaient un premier niveau de grille trop faible, eh bien, elles se sont retrouvées avec 40% supplémentaires. Et il faut savoir ça prend du temps, ces négociations, et qu'il y a toujours un décalage qui est assez long, mais c'est pas légal. Ça reste pas légal. Concernant votre remarque sur la représentation collective et le dialogue social, donc là aussi il y a une étude de la DARES
qui est paru en mai 2021, qui s'intitule Les métiers de deuxième ligne de la crise Covid-19, quelles conditions de travail et d'emploi dans le secteur privé. Alors là, la deuxième ligne, en fait, c'est suite à, ça fait référence au discours du président de la République pendant le premier confinement, qui avait cité parmi les travailleurs de première ligne, tous ceux qui travaillaient sur le front, donc les médecins, etc. Et puis la deuxième ligne, on va retrouver ce que nous on appelle la première ligne, donc on va nous retrouver notamment les caissiers, etc. Et donc sur ces métiers-là, de deuxième ligne, effectivement, il y a une sous-représentation collective, il y a une place plus faible du dialogue social, qu'il soit formel ou informel. Voilà, donc je vous invite à aller voir cette publication sur cette représentation des salariés, mais en effet, ils sont moins couverts et moins représentés. Et peut-être donc du coup, oui, Pierre, par rapport à ces questions, et après, par rapport au fait qu'il y a quand même aussi beaucoup d'emplois qui sont listés comme première ligne, qui ne sont plus pourvus aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ça? De façon relativement simple, du point de vue du salarié, il y a deux dimensions majeures dans un emploi. Il y a le salaire qu'on en tire et les conditions de travail. Là, il y a tout un pan de la réalité de l'emploi qu'on n'a pas abordé, parce que de toute façon, on ne peut pas parler de tout, des conditions de travail. Donc c'est clair que ça est nourri par beaucoup de travaux à l'adresse, notamment l'enquête-réponse, etc. L'intensification du travail, la dégradation des conditions de travail, qui fait que, oui, ça devient plus, enfin, ça devient très difficile. Et les métiers traditionnels, ça aussi c'est récurrent quand même. Les métiers de l'hôtellerie et restauration dont on nous parle aujourd'hui, il y a eu ce qu'on appelle un turnover qui a toujours été très important dans ces métiers-là, parce que c'est des métiers difficiles, avec des conditions d'horaire difficiles et qui ne sont pas bien payés. Enfin, voilà. Donc il n'est pas tellement étonnant qu'on ait du mal à trouver des salariés. C'est pas tellement, et c'est aussi des secteurs où il y a un petit peu, en tout cas, on va dire, de travail informel ou non déclaré. Parce que justement, on a du mal à trouver ça. Et la question sur la syndicalisation, ça va beaucoup dépendre des secteurs, mais clairement en France, c'est pas. Enfin, est-ce que vous avez une question sur le taux de syndicalisation des différents métiers essentiels? Ça dépend beaucoup des secteurs, mais il y a beaucoup de secteurs, notamment où les gens ne travaillent pas sur un même lieu de travail, enfin, typiquement les aides à domicile, le nettoyage, etc., où on sait que c'est très difficile d'avoir des syndicalisations. Et même dans les secteurs où on a une relativement forte pour la France présence syndicale, comme dans la fonction publique hospitalière, il faut bien constater que depuis que ça n'a pas tellement de poids, ou en tout cas ça n'a pas eu suffisamment de poids encore aujourd'hui sur les conditions de travail et d'emploi des personnels concernés. Il y avait une question dans la salle. Oui, c'était juste pour rebondir sur le rapport que Madame Meyer citait de la DARES. Enfin, aussi, je peux faire la promotion parce qu'il est super ce travail qui a été donc rendu public en mai 2021, là, il y a 6 mois, puisqu'il explore un champ qui n'est pas exploré dans l'étude INSEE, c'est celle des conditions de travail de ces métiers essentiels. Et l'étude, elle montre que ces gens-là ont quand même des conditions d'emploi et de travail beaucoup plus difficiles que celles de la moyenne des salariés. Accidents du travail, contraintes physiques, horaires atypiques, horaires hachés, etc. Et moi, quand j'ai lu ce rapport, j'ai une question après. Je trouve qu'il rentre en résonance avec d'autres travaux conduits par des économistes en sociologie du travail, notamment du CNAM, c'est en lien aussi avec la DARES, qui soutiennent la thèse en fait d'une ouvriérisation d'une partie des métiers du tertiaire. Alors, je fais le relais Zoom. Très bon rapport de la DARES, notamment, qui met un focus sur les conditions de travail et la difficulté des conditions de travail pour ce type d'emploi-là. Et donc, si je me remémore ce que vous avez dit tout à la fin par rapport à ce type d'emploi et la difficulté, des sociologues qui pointent finalement une ouvriérisation de ces métiers de service. Tous ces métiers de première ligne, ce que j'avais dit. Voilà.
Mon introduction, c'est un autre qui l'emploie, un autre sociologue. La tachronisation, c'est encore C'est plus, exactement ce que vous disiez. plus rude. Ouais, C'est encore plus rude dans l'intitulé. Alors, donc, les questions maintenant. Non, mais je voulais savoir si, voilà, si vous partagez ce diagnostic. Et puis la question qu'on se pose un peu tous, c'est comment on fait pour revaloriser, redonner une place à ces métiers dans la société, comment les revaloriser, quels leviers actionner en priorité, les conditions de travail, le salaire, voilà. Donc la question c'est, est-ce que vous partagez ce constat d'ouvriérisation, d'achronisation, etc. sur certains métiers, et qu'est-ce qu'il est possible de faire? Parce que je pense que sur les conditions de travail, il n'y a pas, il y a les métiers physiques et les métiers physiques, c'est difficile d'y remédier, mais au moins en termes de reconnaissance sociale. Ça se fait une question. Oui, je partage le constat. Enfin, je pense que. Mais enfin, ça peut aussi soulever de façon plus générale la question de la pénibilité au travail. Enfin, moi, je la relierais quand même à ça aussi. Et là, clairement, du côté des pouvoirs publics, cette question n'a pas été prise en compte. Enfin, elle a chopé. Ça fait 20 ans, enfin moi je me souviens, je suis un peu mon ancien combattant, mais en 2003, le gouvernement avait dit, au moment de la réforme sur la retraite, on va mettre la question de la pénibilité, c'est une question, les partenaires sociaux vont négocier. Résultat des cours, je résume voilà, c'est que le patronat fait évidemment très très vite l'écarté de tout ça, que depuis en 2017, les quelques critères qui avaient été inscrits dans la loi ont été pour la plupart supprimés. Je parle de la prise en compte de la pénibilité au moment de la retraite. Mais enfin, je dis ça parce que c'est, je pense, révélateur de la non prise en compte finalement de ce thème-là, à la fois dans les politiques publiques et dans les négociations. Donc, je pense que l'État, les pouvoirs publics devraient être plus directifs. C'était un peu le rôle qu'ils jouaient dans les années 70, c'est-à-dire qu'ils mettaient un sujet sur la table et grosso modo ils disaient aux partenaires sociaux, si vous n'en entendez pas, moi je veux intervenir. Et c'est comme ça qu'on a eu dans les années 70 un certain nombre de lois qui ont initié en tout cas, mis sur le terrain des thèmes majeurs. Si l'État n'impulse pas, si les pouvoirs publics n'impulsent pas cette dimension, il n'y a aucune raison que spontanément, dans le contexte très dégradé du rapport de force qu'on observe sur le marché du travail, il y ait des changements majeurs, que ce soit en termes de salaire ou de conditions de travail. Oui, mais est-ce que l'État aujourd'hui a une raison d'impulser les négociations sur le plan salarial, entre autres, alors qu'aujourd'hui il est dans un quasi-refus de toute forme de négociation lorsqu'il y a des mouvements sociaux. Je reformule la question pour que ceux qui sont sur Zoom l'entendent. Est-ce que l'État a intérêt finalement à pousser vers des négociations salariales alors que par ailleurs, quand il y a des mouvements sociaux, il est dans le refus absolu de la négociation? Oui, on a un vrai dilemme, ça je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire que, comment dire, non, ça montre bien que, enfin, une chose qu'il faut dire longtemps quand même, que l'économie, c'est pas uniquement le produit de rapports de force qui s'exercent sur des marchés, c'est aussi des institutions. Bon, quand les institutions sont absentes, effectivement, ça produit des rapports, des tendances qui sont de plus en plus dures pour les acteurs économiques et notamment pour ceux qui sont les plus vulnérables. Bon, enfin, je répète peut-être des évidences, mais il faut peut-être les redire. Je pense que la croyance selon laquelle l'économie fonctionnerait toute seule, elle n'est pas vraie. Donc voilà, quand il y a une défaillance des institutions, effectivement, ça a des conséquences économiques et sociales qu'on ne peut pas pallier par d'autres moyens. D'autres questions de la salle? Par rapport à la situation des personnes au chômage, on sait qu'il y a il y a tout un gradient, on va dire, de personnes plus ou moins éloignées de l'emploi et plus ou moins capables de revenir vers l'emploi. Et du coup, je rebondis sur la question du partage du temps de travail. Ma question, c'est est-ce qu'il est réaliste en fait, d'envisager ce partage du temps de travail, notamment du point de vue de la formation? Donc, est-ce qu'on peut le proposer comme ça, ou est-ce qu'il y a un nécessaire effort énorme de formation pour faire revenir les personnes éloignées de l'emploi vers cet emploi?
Donc là, c'est une question qui porte plutôt cette fois-ci sur ceux qui n'ont pas de travail, et qui sont au chômage, et donc certains qui seraient plus éloignés de l'emploi que d'autres. Et s'il y avait un partage du temps de travail, est-ce que justement ceux qui n'ont pas de travail en ce moment auront les qualifications pour accéder éventuellement aux offres qui leur seront proposées? Et donc, est-ce que ça pose pas aussi une question fondamentale de formation? Alors, je me permets d'intervenir. Actuellement, il y a un grand plan régional, c'est le PRIP, un plan régional d'investissement dans les compétences. Donc, qui a lieu dans toutes les régions. Il y a des sommes énormes qui sont débloquées par l'État, justement pour former les demandeurs d'emploi ou les personnes sans emploi qui sont les personnes les plus éloignées de l'emploi et non qualifiées. Il y a aussi un repérage des jeunes NEET, ni en emploi, ni en études, ni en formation. Donc il y a un partenariat dans toutes les régions. Chez nous, c'est un partenariat qui a lieu entre l'État, Pôle emploi, qui est l'opérateur de l'État, et le conseil régional. Et donc là, le but dans notre région, c'est de former 80 000 personnes qui sont non qualifiées et éloignées de l'emploi, justement pour faciliter donc, leur insertion professionnelle. Donc c'est l'un des enjeux, un chantier majeur. Ça a démarré de mémoire en 2018. Il y a des sommes gigantesques qui sont débloquées par l'État là-dessus. Mais vous avez raison, si on n'aide pas ces personnes à se réinsérer, à se réintégrer et à les former, elles n'arriveront pas à retrouver un emploi, ou en tout cas un emploi durable. En fait, c'était plus une question ouverte sur l'état de diagnostic, le diagnostic en fait, par rapport à une interrogation que je me posais. Oui, sur le diagnostic, c'est-à-dire est-ce que finalement les qualifications elles sont là, voilà, qu'on les prépare pour demain, oui, mais est-ce que si vraiment avoir un impact quelque part immédiat en disant voilà on partage le temps de travail, est-ce que pour autant on pourra le partager avec des gens qui sont vraiment capables d'assumer les métiers dont on parle? La réponse courte c'est oui, et j'explique. C'est vrai qu'avec le chômage et le chômage massif, l'idée s'est installée que il y avait de plus en plus de gens, comme on dit, inemployables. Je pense que ça ne correspond pas à la réalité, en tout cas c'est une infime question de la réalité. Je pense que je prends deux exemples, un qui est très ancien, il y a Bertrand Chartres au début des années 80 qui, comme il disait, prenait des bacs -12, les mettait en entreprise et montrait que ces jeunes pouvaient avoir une utilité dans l'entreprise à condition voilà, de faire en sorte de leur donner une place. Et il y a une autre démarche qui s'est développée depuis pas mal d'années, notamment sur l'impulsion de certains conseils départementaux, enfin peu importe, c'est la démarche IOD, on cesse à mettre en relation à travers une intermédiation des salariés, enfin des gens qui cherchent un emploi, et des employeurs. Mais sans, comment dire, c'est-à-dire que le travail consiste à aller voir des employeurs, à identifier leurs besoins en main-d'œuvre, et puis à leur proposer des gens, mais sans leur dire tout ce qu'ils sont. Mais en disant, voilà, nous on a une personne qui peut contribuer, et cette personne, elle peut être au chômage depuis 5 ans, elle peut sortir de prison, enfin voilà. Elle peut avoir un passé qui, sur le papier, découragerait n'importe quel employeur aujourd'hui de l'employer, en tout cas beaucoup d'entre eux. Et cette démarche, elle fonctionne, c'est-à-dire que quand les gens n'ont pas ces a priori sur le passé des gens, grosso modo, personne n'est inemployable pour aller vite. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des situations beaucoup plus dramatiques où la question peut se poser, mais c'est certainement pas le problème majeur pour aller vers une forme de plein emploi aujourd'hui. Je pense pas. Et finalement, je pense, enfin, on pourrait renverser la question sur ce qui est nécessaire doit être possible. Voilà. Si on veut, enfin, je pense que de temps en temps, il faut aussi voir les choses de ce côté-là. Pas parce que pour être simplement volontariste, mais pour justement repenser les choses d'une autre façon. Et que si on a comme axe de redonner un emploi à tout le monde, il faut s'en donner les moyens, y compris effectivement par des politiques de formation. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de gens
très qualifiés qui n'ont pas le métier qu'ils devraient exercer. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas celui-là, c'est pas le manque de qualification des gens pour occuper des emplois, c'est que compte tenu du développement du marché du travail, on a des gens qui sont de plus en plus déclassés. Donc c'est pas. Et puis le dernier point que je voudrais rappeler là-dessus, qui est plus général, à mon avis, qui est quand même intéressant de souligner, il y a un économiste qui malheureusement est décédé il y a quelques années, qui s'appelait Anthony Atkinson, qui a beaucoup travaillé sur les inégalités, etc. Et qui a fait un petit bouquin, enfin son dernier livre en fait, il donne, il discute un certain nombre de mesures qui pourraient être utiles dans le contexte actuel. Et il y en a deux notamment. Donc je précise que Anthony Atkinson, c'est quelqu'un qui était très respecté dans la communauté scientifique, qui était orthodoxe, enfin, qui manipulait, enfin, qui était dans le schéma de la théorie économique tout à fait orthodoxe, mais qui pensait que ces schémas étaient souvent simplistes, voilà, pour donner, et qui préconisait deux mesures qui, à mon avis, sont importantes. La première, c'était la revalorisation du salaire. Alors, il parlait pour le Royaume-Uni, mais bon. La revalorisation du salaire minimum au niveau d'un salaire minimum décent, ce que les Anglais appellent un living wage, qui correspond tout à fait à ce que j'ai illustré avec les budgets de l'OMPES. C'est la même. Les budgets de l'OMPES ont repris une méthodologie qui avait été initiée par un chercheur britannique. Et puis, l'autre idée, c'était l'État employeur en dernier ressort. C'est-à-dire que toute personne qui souhaite avoir un emploi doit avoir la possibilité d'en occuper un, au moins au niveau de ce salaire minimum décent. Bon, c'est pas un argument d'autorité, mais bon, moi j'avais beaucoup d'estime pour cette personne, pour des tas de raisons. Et je pense que si des gens comme ça ont mis cette idée-là, c'est que vraiment la question d'aujourd'hui, je reboucle sur la question initiale, pour donner un emploi, c'est pas celle de la formation. Je pense qu'on a des gens suffisamment forcés, c'est peut-être une question de réorganisation, de faire en sorte que les besoins qui ne sont pas satisfaits puissent trouver des emplois correspondants, notamment dans le secteur médico-social. Enfin, on pourrait énumérer plein de besoins non satisfaits. Donc là, c'est un vrai travail, c'est un vrai travail de politique, je dirais, d'organisation économique et sociale. Mais voilà, je pense. Du coup, par rapport à ça, il y a une question qui devient méchante du Césaire, puisque vous dites État employeur en dernier recours, et la question du Césaire, c'est comment réduire le temps de travail quand plusieurs centaines de milliers ne sont pas pourvus. Et là, il n'y a pas besoin d'État. Dans ce cas-là, en dernier, il y a des emplois non pourvus déjà. Des emplois non pourvus En ce moment. Oui, mais ça a toujours existé. Il y a oui, d'accord. Donc, si on prend les statistiques de Pôle emploi, il y a 6 millions de personnes à peu près inscrites à Pôle emploi. Voilà. Ces personnes, elles changent d'emploi, il y a des gens qui démissionnent, il y a des gens qui rentrent sur le marché du travail. Il y a une friction sur le marché du travail qui fait que assez naturellement, on a des emplois non pourvus. Parce que entre le temps qu'un employeur dépose une offre et le temps qu'elle soit pourvue, il se passe un certain temps, justement. Non, pour aller vite, franchement, la question des emplois non pourvus, c'est pas des offres d'emplois non pourvus, c'est pas une question. Je ne vois pas où est la difficulté. La comparaison entre la masse des gens qui. C'est vrai, il n'y a pas 500 000 personnes qui refuseraient des emplois, c'est pas ça la réalité des demandes d'emploi non pourvus. Je comprends pas bien la question. Aujourd'hui, en tout cas, on lit dans les médias qu'il y a effectivement beaucoup d'emplois qui sont non pourvus, notamment à l'hôpital. Régulièrement, on l'entend, manque d'infirmiers, manque de personnel soignant, etc. Ouais. Dans les services à la personne, et là je peux le constater puisque je n'ai plus de nounou, très difficile. Il y a un temps d'attente très très long quand on a des gens des prestataires, en plus c'est leur métier de récupérer les CV, etc. Et il y a un temps d'attente très long. Il y a, en tout cas, on lit qu'il y a certains secteurs d'activité où les difficultés de recrutement en ce moment sont majeures. D'où je pense cette question du Césaire sur les emplois non pourvus. En fait. En général, la question des emplois non pourvus, elle ne renvoie pas à ce type d'emploi. Elle renvoie traditionnellement à des. C'est pour ça que Et après, il y en a dans l'intelligence artificielle aussi, mais pas que.
On Après, parlait de la restauration aussi, oui, des saisonniers. non, mais c'est pour ça qu'il y a les saisonniers. La aussi. question est différente suivant les secteurs d'activité. Ça veut dire, clairement, pour les infirmières, c'est clair que, je dis infirmières parce que bon, la plupart sont des femmes, c'est clairement à la fois un problème de valorisation du travail, et en termes de conditions et en termes de salaire. Je veux dire, là, pour le coup, on pourrait être assez pour les pays du marché, c'est-à-dire si on améliore les conditions de travail et les salaires, et si on forme les gens, parce qu'effectivement, on ne devient pas infirmière du jour au lendemain, c'est une question qui doit pouvoir être résolue, c'est pas presse-bouton. L'état employeur en essor, c'est pas demain, tout est bien, etc. C'est un processus qui permet d'ouvrir une perspective. Donc, pour les aides à domicile, c'est pareil. Je veux dire, c'est des métiers qui sont très peu reconnus, très peu valorisés, qui sont difficiles parce que le temps de travail n'est pas compté. Enfin voilà, il y a un temps contraint qui est beaucoup plus important que le temps réellement rémunéré. Donc on atteint peut-être une limite. C'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que si aujourd'hui on a des difficultés à recruter, c'est peut-être aussi parce que on a cette politique, je dirais, rampante de dévalorisation plus globale du travail, hein, qui est peut-être plus manifeste au niveau du salaire minimum, qui fait que, effectivement, les gens n'ont plus la capacité de travailler ou d'autres solutions, essayent de trouver d'autres solutions. Oui, allez, une dernière question. En fait, ce sera deux dernières questions. Une pour M. Concialdi. Est-ce que vous pensez que, bon, avec la crise sanitaire, ça a révélé des métiers essentiels et beaucoup de bas salaires. Du coup, est-ce que vous êtes un peu optimiste? Est-ce que vous pensez que le groupe d'experts, est-ce qu'on va avoir une inflexion du point de vue du groupe d'experts qui va prendre conscience de certaines choses, peut-être? Est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ça? Sur le SMIC? Oui, tout à fait. Le Donc, groupe d'experts qui se réunit. première question pour Pierre Concialdi, est-ce que vous êtes optimiste sur le groupe d'experts sur le SMIC suite justement à cette prise de conscience? Est-ce qu'il peut faire sa révolution du fait culturelle? qu'il y a certains métiers qui sont vraiment essentiels et qui ne sont pas nécessairement bien rémunérés? Non. Je suis pas optimiste. Il porte un message d'optimisme mais sans être optimiste. Non, mais il va être renouvelé, c'est clairement un dispositif qui a été mis en place, tous les syndicats l'ont dénoncé. On dit pourquoi on a besoin d'un groupe d'experts alors qu'il y a des services statistiques à l'INSEE, à la DARES, à l'adresse, qui sont très compétents pour dresser des bilans sur le salaire minimum. Donc le groupe d'experts, il a juste pour fonction de répéter un certain nombre de choses. Je rappelle qu'il est composé essentiellement d'économistes, alors que dans le décret, il y a eu un groupe d'experts où il y a eu une sociologue, voilà. Mais sinon c'est que des économistes, alors que le décret prévoit explicitement qu'il y a une pluralité de disciplines. Non, tel qu'il fonctionne aujourd'hui, je ne vois pas pourquoi ça changerait grand-chose. Mais il doit être renouvelé, donc la porte reste ouverte. Alors maintenant, la dernière question pour l'INSEE, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, par rapport au pouvoir d'achat, et la mesure du pouvoir d'achat, vous pensez que c'est polémique, c'est une mesure de l'inflation totalement déconnectée du ressenti. Mais je sais que l'INSEE, vous calculez aussi un revenu arbitrable. Donc une question qui est liée au pouvoir d'achat, la mesure du pouvoir d'achat, et l'INSEE, vous auriez... Oui, qui est un équivalent d'un reste à vivre, en fait. Et je voulais savoir pourquoi cet indicateur-là n'est pas plus présent dans le débat public, en fait, qui est une mesure en fait, de ce qui reste à vivre, du pouvoir d'achat restant par ménage. Mais donc, je dis pour Zoom, c'est l'indicateur qui mesure le pouvoir d'achat restant par ménage une fois qu'on a venu à une fois qu'on a ôté les dépenses préengagées, etc. Et donc par rapport à ça, comment vous l'utilisez finalement et pourquoi il n'est pas peut-être mieux valorisé? C'est ce chiffre-là qu'on devrait avoir dans le débat public. Là, pour régler ces problématiques de pouvoir d'achat, on dit toujours selon l'INSEE, le pouvoir d'achat a augmenté pour tout le monde, c'est très contesté. Parce que l'INSEE a dit que le pouvoir d'achat augmentait pour tout le monde. Non, mais un petit truc polémique c'est pour vrai finir, que c'était bien. Au niveau régional, on n'a pas l'habitude d'utiliser cet indicateur. Oui, bien sûr. Qui est tel que le niveau national. Je ne sais pas si les autres personnes de l'INSEE ici ont d'autres.
Il ne semble pas que ce soit une production courante de l'INSEE, sur les dépenses préengagées. Ça a été une étude ponctuelle de l'adresse qui a été ressortie notamment au moment du mouvement des Gilets jaunes, du coup comme un élément explicatif à ce mouvement social. Il y a des obligations claires de l'INSEE de produire l'inflation selon une certaine méthodologie qui est convenue au niveau européen pour que ce soit comparable. Et on constate pas de groupe de travail pour revenir là-dessus. Il y a eu à l'époque des efforts pour des groupes de travaux européens pour une mesure de l'inflation ressentie. Et du coup, ça donnait plus 30%, donc c'est abandonné. Peut-être si vous avez mal entendu ce qui était sur nous, parce qu'en fait, il y a un représentant de l'INSEE qui a répondu dans la salle. Donc cet indicateur qui a été évoqué, finalement, il a été mobilisé très ponctuellement. Et ça ne fait pas partie des indicateurs que mobilise l'INSEE quotidiennement. Il a été mobilisé dans le cadre de la crise liée au mouvement des Gilets jaunes. Et en revanche, quand l'INSEE mesure, donne des indicateurs, hein, c'est des indicateurs qui sont normés au niveau de l'Union européenne. Et donc c'est plutôt sur cela qui s'aligne. Il y avait donc une réflexion sur l'évolution de ces indicateurs, c'est ça, hein, qui est perçu, et on obtenait une inflation du coup une inflation de 30%, hein, c'est ça, du besoin en termes de niveau de vie qui était du coup qui fait que ça ne pouvait pas être retenu. Si je peux intervenir, juste pour dire que tous les ans dans les comptes nationaux, à côté du revenu, du niveau de vie moyen mesuré par les ménages, il y a le revenu arbitrable. Pourquoi les gens ne l'utilisent pas, ça c'est une autre chose. L'INSEE le calcule maintenant depuis une vingtaine d'années. Par ailleurs, ce revenu arbitral qui peut être considéré comme une grille d'interprétation parce que en fait c'est le revenu que je peux dépenser moi-même tous les mois, il a aussi ses limites. Parce que, par exemple, parce qu'on enlève tout ce qui est difficilement modifiable à court terme. Donc le logement, enfin bon, je passe sur la définition. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres besoins essentiels. Il faut bien se nourrir tous les mois. Donc, et du coup, effectivement, il traduit une certaine réalité, mais il ne donne pas toute la réalité. Parce que la réalité, en fait, ce qui se passe, quand on n'a pas assez d'argent pour couvrir ses besoins, c'est qu'on s'endette. Ça, c'est un autre indicateur qui serait peut-être plus utile. Et c'est ça que font les gens quand ils n'ont pas... Soit ils se privent, soit ils s'endettent. Et donc, c'est dans l'indicateur de privation qu'on va voir aussi ces difficultés-là. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que l'indicateur revenu arbitral, il est utile, mais bon, il ne faut pas non plus lui faire dire beaucoup plus que ce qu'il peut dire. Bon, merci beaucoup Pierre. Et je réponds à la dernière question, je peux faire la réponse parce que j'ai eu un hochement négatif de tête à mes côtés. Est-ce que les études seront, notamment les études sur du coup, les premières lignes, hein, seront actualisées pour tenir compte de la nouvelle donne post-Covid? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Le responsable des études est ici. Le responsable des études est dans la salle, donc le message est passé. C'est sur ça, c'est sur les métiers en tension. Il faut peut-être remonter dans la question parce que je vois qu'il y a Pauline Desfrano qui a fait référence à une étude justement que l'ORM a publiée sur le revenu arbitrable. Sur les métiers en tension. Voilà, celle-ci. Sur la question des métiers en tension, des vraies nuances à faire selon les métiers, et donc avec la référence d'ARES et la référence région. Très récente de l'ORM, enfin du Carrefour. Voilà, après, je ne sais pas si sur les métiers en tension vous envisagez de études, mais ça c'est un message passé aussi pour, voilà, pour ceux qui sont responsables du budget études. Bon bah écoutez, merci beaucoup à tous, il est 13h donc on va tous vous libérer et bien donc la prochaine conférence aura lieu immanquablement en 2022. Allez, merci à tous, au revoir. Merci à tous.